les gens qui consultent pour éjaculation précoce aujourd'hui ont un âge plus jeune, ont plus de symptômes de dépression et ont une éjaculation précoce plus sévère. Si je savais que c'était aussi simple en fait, pourquoi j'ai attendu? Pourquoi j'ai mis 4 ans à oser en parler? Et là, il tape sur son pénis, mais vraiment, je te jure, tu vois comme des fois le garagiste, il tapote sur le moteur pour rien en fait, il tape, tu sais pas pourquoi il tape, il fait un truc comme ça. Il dit oui, mais ça, je l'ai même sans médicament. Et il faut pas que je sois très stressé, il faut pas que je sois non plus trop cool. Et ben moi, je vous dis, c'est faux. Soyez très stressé quand il le faut et très cool quand il le faut. Si vous êtes entre les deux en continu, ça n'a aucun intérêt. Tu fais pas de clap? Non, parce qu'en fait, c'est déjà synchronisé là-bas. Ouais, moi j'aime bien. D'accord. Je peux le faire, Alex? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne de Georges, c'est la mienne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur, que dis-je l'honneur, de recevoir Gilbert Boujoadé de la chaîne Charles & Co, qui est médecin généraliste, sexologue, cofondateur du site internet Charles & Co, plateforme de téléconsultation spécialisée dans les problèmes de santé chronique, sexualité, sommeil, perte de poids et tout ce qui a trait à la testostérone. C'est une chaîne à plus d'1 million d'abonnés et plateforme utilisée par 50 000 hommes assez fréquemment. C'est récemment devenu la première chaîne YouTube liée à la santé en France. Laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que CyberGhost VPN. Alors c'est un peu comme un garde du corps pour ta connexion Internet, mais version digitale. Que ce soit pour éviter que ton fournisseur d'accès à Internet espionne, parce qu'il le fait, tes moindres faits et gestes, ou que tu n'aies juste pas envie que des hackers jouent à qui veut gagner mes infos privées. Et dans ce cas-là, CyberGhost VPN débarque prêt à te protéger comme une véritable forteresse virtuel. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment ça marche? Concrètement, cette histoire de VPN, CyberGhost VPN te donne accès à des serveurs ultra sécurisés dans plus de 100 pays. C'est pratique, non? Que ce soit pour masquer ton adresse IP, pour crypter ton trafic Internet et même pour faire disparaître toutes tes traces numériques, CyberGhost VPN te permet de naviguer sur le web comme si tu étais, en quelque sorte, un fantôme. Très discret et très efficace. Pas oublier que Internet, c'est pas exactement un endroit où il fait bon se balader sans protection, tout comme quand tu revois ton ex. Mais c'est pas tout. Et non, c'est pas tout. Si jamais tu veux contourner des géoblocages sur des plateformes comme Netflix, YouTube ou 40 autres services de streaming, CyberGhost VPN te permet de te connecter à des serveurs spécifiques dans les différents pays. Tu peux ainsi accéder à du contenu géorestreint, qu'il soit vidéo, audio et même parfois des jeux en ligne sans te poser la question de savoir si tu es bloqué dans ta région. Et ça, c'est super pour le marathon des séries ou les jeux en ligne qui te font faux bond, n'est-ce pas? Et comme bonus, ils conservent aucun log, aucune information de ton activité. Zéro, nada. D'ailleurs, pour ça qu'ils comptent aujourd'hui plus de 38 millions d'utilisateurs avec une super note sur Trustpilot. Et on n'oublie pas la cerise sur le McDo, c'est la possibilité avec un seul abonnement de connecter jusqu'à 7 appareils simultanément. Donc ton PC, ton smartphone, ta tablette et pourquoi pas ta Smart TV, tout ça pour être protégé en même temps sur tous ces appareils. CyberGhost, c'est un peu en quelque sorte ton héros numérique prêt à intervenir dès que tu veux naviguer en toute sécurité tout en évitant les pièges du web et Dieu sait qu'il y en a. C'est le moment idéal pour vous procurer CyberGhost VPN et en utilisant le lien dans la description, vous bénéficiez d'une réduction de 83% et vous obtenez également 4 mois gratuits. Et comme ils ont une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout est sans risque pour vous. Alors, utilisez le lien que je vous ai mis dans la description, téléchargez CyberGhost VPN et commencez à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. Bonjour Gilbert, merci d'avoir accepté. Bonjour Georges, merci de ton invitation. Alors, dans cet entretien, on va parler de plein de choses. On va parler de testostérone, de bonheur, de nutrition, de sport, de régime. De sexualité, de relations de couple, d'amour, bref. Voilà, on va tout brasser. Mais avant, j'ai quelques questions introductives parce qu'en fait, quand on se renseigne sur toi, on se rend compte que tu es spécialisé dans la sexologie. Oui. Mais alors pourquoi? Pourquoi s'être spécialisé là-dedans, ce qui est quand même relativement rare en fait? D'ailleurs, on l'appelle maintenant médecine sexuelle. D'accord. Et pour info, je suis en train d'écrire un livre
Ok. pour raconter un peu comment ça se passe, la médecine sexuelle, parce que même des collègues médecins, des fois me disent, mais qu'est-ce que vous faites exactement Ouais, dans c'est ça. cette spécialité? Et j'y suis arrivé, pas totalement par hasard, mais par intuition de profs aussi qui étaient là. À vrai dire, au début, je faisais l'andrologie et je m'intéressais beaucoup à la fertilité, à la reproduction, etc. Je m'intéressais d'ailleurs même à la reproduction des animaux, bref. Et dans le cadre des diplômes de fertilité et reproduction, tu fais des consultations pendant lesquelles tu évoques la sexualité. Par exemple, tu demandes un minimum, alors je sais que ça va faire rire, mais des couples qui viennent en disant on n'arrive pas à avoir d'enfants, on leur pose la question, est-ce qu'il y a une éjaculation dans le vagin? Parce qu'il y a quelques surprises. C'est Des des gens fois, qui te disent non. oui, Ah, mais d'accord. comme ils n'osent pas, ils attendent Ah qu'on pose oui. la question. Eh oui. Par exemple, je donne 2, 3 exemples, parce que là, les gens qui regardent, ils disent, mais c'est la base. Imaginons par exemple une femme qui a un vaginisme, c'est-à-dire impossible de pénétrer. Elle risque de ne pas oser le dire, le mec il risque de ne pas en parler pour pas la gêner, et ils viennent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Ou quelqu'un qui a ce qu'on appelle l'éjaculation anteportas. Alors ceux qui ont appris le latin, ça veut dire avant la porte, c'est-à-dire on éjacule avant de pénétrer. Donc là, pour avoir des Très enfants, précoce, du coup. oui, c'est un stade très important. Problème d'érection très important. Une courbure de pénis qui empêche de pénétrer, etc. Ok. Ou des phobies de la pénétration. Et donc, il y avait ces sujets-là qui étaient à aborder dans le cadre de la fertilité. Et c'est le prof avec qui j'étais à l'époque, professeur Rigaud, qui me prend à part et me dit, écoute Gilbert, tu es super à l'aise quand tu poses ces questions-là. Les gens ont l'air d'être à l'aise avec toi. Moi, je pensais que tout le monde. Mais bon, apparemment non. Et il me dit, ça ne te dirait pas de continuer plutôt dans le voie de la médecine sexuelle? Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait à peine 3 diplômes, 3 universités en France qui faisaient ce diplôme-là, parce que ça n'existait pas. Et donc, ça voulait dire que je devais changer de ville pour aller faire la spécialisation. Et il m'a dit, non, franchement, en plus, à l'époque, lui, il savait que le Viagra allait bientôt arriver. Donc, il m'a dit, fais cette spécialisation et tu pourras faire les travaux de recherche avec nous, parce que c'était en cours de recherche. Et donc, j'ai fait, et il avait une intuition de malade. Dès que j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis dit, mais on sait plein de choses que personne ne sait. Et en même temps, il manque plein de choses à savoir. Et c'est comme ça que j'ai plongé dedans et j'ai tout de suite accroché avec ce domaine. Il faut savoir que la médecine sexuelle, ça c'est une phrase que je répète toujours, la médecine sexuelle, c'est pas la médecine du sexe. Il y a une phrase que je vais dire là, je pèse mes mots, je sais que ça va surprendre quelques personnes. Consulter pour un problème sexuel peut sauver des vies. Et je ne le dis pas juste au sens comme ça figuré, ça peut sauver des vies. Et puis, la médecine sexuelle, moi, ça m'a passionné parce que pour faire de la médecine sexuelle, il faut que tu t'intéresses en même temps aux hormones de la personne et en même temps à ses problèmes familiaux. Voir comment ça se passe dans son couple et s'intéresser aux neurotransmetteurs. Vérifier si ses artères fonctionnent correctement et en même temps voir s'il n'est pas en burn-out, etc., etc. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. C'est complet. Ouais, ça touche tout dans la vie d'une personne. Et en même temps, plein de connaissances médicales. Il faut que tu sois calé dans les problèmes pneumologiques parce que il faut que tu saches quels sont les médicaments qui existent, voir si ça peut donner des problèmes sexuels ou inversement, problèmes neurologiques, cardiologiques, etc. Donc voilà, ça m'a passionné et c'est comme ça que j'ai plongé dedans, en fait. Et du coup, tu lances une clinique. Alors, en fait, ce qu'on disait hors antenne, c'est que la clinique est lancée et ensuite ta chaîne va être lancée. Oui. Et ta chaîne explose parce que... Alors, j'ai été contacté... oui, la chaîne, c'est vrai. La chaîne, Je la disais, première, c'est la première chaîne santé en France. Bah, et bravo. il se passe pas grand-chose. Je suis assis en train de parler. Ouais. Donc, ça m'a montré, en fait, que beaucoup de personnes cherchent quand même des informations sur ce sujet, de la sexualité, testo, sport. Et ben en fait, on vient à ma deuxième question introductive qui est, j'en parlais avec ton collègue tout à l'heure, enfin l'autre jour quand on s'est eu au téléphone, c'est quoi les témoignages que tu as le plus souvent? En fait, je dis ça surtout pour ceux qui regardent, Ouais. parce que beaucoup de gens se disent, mais attends, j'ai pas de problème sexuel ou quoi. C'est quoi les témoignages que tu reçois le plus Franchement, souvent? le truc qui, en même temps, est fréquent et en même temps fait sourire à chaque fois positivement, c'est pas à la première consultation. C'est soit à la fin de la première téléconsultation ou lors de la téléconsultation de contrôle, où les personnes disent « Si je savais que c'était aussi simple, en fait, pourquoi j'ai attendu? Pourquoi j'ai mis 4 ans à oser en parler ?» Et en fait, c'est ça les témoignages qui reviennent le plus, c'est « Mais en fait, c'est super simple d'en parler. » Oui, quand on est au bon endroit avec les bons interlocuteurs.
En fait, c'est aussi simple d'évoquer ce sujet que parler de problèmes Ouais. d'oreille ou autre problème, en fait. Et c'est quoi des témoignages un peu insolites, un peu fous, qui t'ont toi-même étonné quand tu les as entendus? Je vais dire des récents, parce qu'il y en a toujours. Tu Ouais. te doutes bien que dans ce domaine-là, il y a des surprises, Ah, il bien y a des sûr. choses. C'est une personne que j'ai vue qui m'a été adressée parce qu'il n'y avait rien qui fonctionnait, aucun médicament ni rien. Et je l'avais vu récemment, mais c'était à mon cabinet. Je l'ai vu plusieurs fois en téléconsultation. Aucun médicament ne fonctionnait. Il est jeune, à peine la trentaine, en bonne santé, aucune raison. Et donc on se dit, bon, peut-être l'anxiété, la peur. Les hormones sont normales, on fait des examens, tout est normal, mais aucun médicament ne fonctionne. Et donc, on dit, bon, on va passer, on va faire un test, ce qu'on appelle l'injection intracaverneuse. C'est une piqûre qu'on fait dans le pénis qui provoque l'érection de façon indépendante de l'envie, en fait. Ça court-circuite tout le chemin naturel de l'érection. Et c'est considéré comme beaucoup plus puissant que les comprimés. Et donc, je fais l'injection, l'érection apparaît 5-10 minutes après, et je lui dis, ah bah, là, il y a une bonne érection, donc au moins, on a un traitement, même si je suis perturbé que ça soit à ce point-là sévère chez lui. Et là, il tape sur son pénis, mais vraiment, je te jure, tu vois, comme des fois, le garagiste, il tapote sur le moteur pour rien, en fait, il tape, tu sais pas pourquoi il tape. Voilà, il fait un truc comme ça. Il dit, oui, mais ça, je l'ai même sans médicament. Je dis, comment ça? Je dis, bah oui, ça, c'est mon érection normale. Je venais de lui injecter un produit qui donne une bonne érection. Je dis, mais attends, ça veut dire que tu as une érection normale? Oui, mais non, une érection normale doit être dure comme du bois, comme du béton, non? Ah ouais, non. Attends, viens, on revient dans le bureau, faut qu'on discute. Ouais. En fait, il savait pas c'était quoi une vraie Et en érection. fait, pour lui, il avait une très mauvaise connaissance là-dessus. Et pour lui, il avait une érection normale, sauf qu'il pensait que non, ça manque de dureté. D'accord. Et ça vient du fait que, par exemple, il ne savait pas que la partie du dessous du pénis, c'est normal qu'on puisse appuyer dessus et que c'est sur le côté qu'il y a la rigidité. Et c'est logique, parce que c'est le tuyau qui amène l'urine. Donc s'il est complètement rigide, il peut abîmer le canal urinaire. Et le gland, alors toutes les personnes qui nous regardent, je sais que prochaine fois qu'ils vont bander, ils vont tester. Le gland n'est jamais aussi rigide que sur le pénis sur le côté. Et est-ce que tu sais pourquoi? Non. Et c'est normal. À ton avis, s'il était super rigide, quel serait l'inconvénient? J'imagine que tu aurais mal. C'est la personne que tu pénètres qui aurait mal. Ah oui, ok. En fait, il est fait pour s'adapter un peu à l'orifice, pour adoucir un peu la pénétration. Donc les gens qui disent « Ah ouais, mais moi, mon gland, il n'est pas dur comme ça Ok. », c'est parfaitement logique. Mais c'est le genre de sujet dont on parle jamais. D'accord. Et une dernière question avant d'entrer dans le vif Vas-y. du sujet. Est-ce que quand tu t'es intéressé à ces problèmes-là, tu t'es rendu compte qu'en France, il y avait un vrai problème d'écoute lié à tous ces sujets que tu traites aujourd'hui, que ce soit la masculinité, Ce qui est la problème libido. masculin. Je vais être honnête, quand je me suis lancé, quand on a créé la plateforme de téléconsultation, à la base, on s'est dit pour les problèmes d'érection. Ensuite, on a dit OK, problème d'éjaculation. Puis après, on s'est mis à faire tous les problèmes sexuels masculins. Et dans mon esprit, je savais que c'était très utile parce que statistiquement, on sait que sur une centaine de personnes qui ont des problèmes sexuels, seulement 20-25 osent consulter. Et la preuve, sur notre plateforme, 3/4 des gens qui ont consulté disent s'il n'y avait pas la plateforme, pas sûr que j'aurais osé aller voir un médecin. Et je me disais, mais en fait, dans mon esprit, c'était on a beaucoup de retard par rapport en prise en charge des femmes, on a beaucoup de retard par rapport à la prise en charge des bien hommes. sûr. Et donc je me disais, bon, on verra, il y a déjà beaucoup de choses pour les hommes. Et j'ai été surpris de voir que non, en fait. Je pensais qu'il y avait beaucoup de choses pour les hommes. Et je me rends compte qu'il y a un courant, et c'est logique de dire, ah, il faut s'intéresser aux femmes, etc. Et c'est parfaitement logique, sauf que de ce fait-là, ça a ralenti un peu le fait de s'intéresser de l'autre côté sur les hommes. Et moi, mon idée, c'est qu'il n'y a pas à faire un choix, en fait. Il faut s'intéresser à tout ça. Et au contraire, plus tu t'intéresses aux hommes, plus tu améliores aussi Bien sûr. l'état des femmes. Et plus tu t'intéresses aux femmes, plus tu améliores aussi l'état des sûr. hommes. Donc oui, je me suis rendu compte, par exemple, un truc tout bête, un jeune qui va voir son médecin en lui disant ah, « Quand c'est les premières fois avec une nouvelle partenaire ou un nouveau partenaire, je ne monte pas, je perds l'érection, etc. » Ouah, c'est normal, c'est comme ça, c'est le stress, t'inquiète, ça va aller. Et on ne cherche pas plus loin. On ne va pas chercher, mais est-ce qu'il ne relèverait pas d'un traitement, ne serait-ce que pour passer ce cap-là? On ne se dit pas, mais
ok, c'est le stress. Dit comme ça, ok, il n'y a rien de grave. Mais personne ne se dit, mais quelles sont les conséquences pour ce mec? Mais moi, j'en ai vu qui n'osaient même plus faire des rencontres. À cause de ça? Oui, j'en ai plusieurs éjaculations précoces, problèmes d'érection, jeunes, qui disent, mais moi, quand je rencontre une personne, ça se passe mal sexuellement. Je n'ose plus. Ça fait 3 ans que je n'ai pas de relation. C'est pas juste qu'il n'y a pas de vie sexuelle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intimité, pas de vie affective, pas de vie amoureuse, etc. Et je te laisse imaginer les dégâts sur une personne qui dit, mais j'aimerais bien, moi, avoir quelqu'un dans les bras, faire l'amour, etc. Mais je n'ose pas parce que je sais qu'à chaque fois, ça se passe mal. Et ça s'est tellement mal passé que je n'ose même plus y aller. Alors, tu vois comment on passe de c'est rien, c'est le stress, Ouais. à des conséquences parfois dramatiques sur une personne. Et comment, j'y pense maintenant qu'on en parle, mais comment tu fais avec ces gens-là qui ont vraiment, qui sont handicapés par des problèmes? On dirait vraiment que c'est moi, mais comment tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais en fait de premier abord? Il faut déjà savoir que ça, ce que je viens de raconter, c'est la base des médecins sexologues. Ça représente d'ailleurs pratiquement 20-25% des personnes sur la plateforme qui viennent téléconsulter. Je dirais ça, ce type de problème, ça se soigne un peu comme l'angine chez le médecin généraliste, quoi. Et comment on fait? Alors, il y a ceux qui disent, on donne des médicaments qui font que lors des rapports sexuels, ça va bien se passer, puis un peu à la fois, ça devrait rassurer en haut. Il y a ceux qui disent, non, il faut travailler le haut. Pourquoi il se met autant la pression? Pourquoi il se met en tel état d'angoisse? Il ne doit pas être bien, etc. Et s'il arrive à se laisser aller en haut, ça va aller bien en bas. Et moi, je vous dis qu'il faut faire les deux en même temps. Il faut être dur en bas pour être détendu en haut, et il faut être détendu en haut pour être tendu en bas. D'accord. Et donc, on utilise les moyens médicaux qui font que la vie sexuelle peut rapidement être bien, se passe bien. Et pendant ce temps-là, on travaille le côté mental, psychologique. Il faut savoir que ça, c'est humain. Quand ton problème physique s'améliore, tu travailles beaucoup plus facilement le côté psychologique parce que tu es dans une bonne disposition et tu n'es pas dans une sorte d'urgence en fait de le faire. Donc c'est pour ça qu'on combine les deux. Et comme je dis souvent, les médicaments sont là pour que le travail de fond se passe au mieux, et le travail de fond est là pour que tu n'aies plus besoin de médicaments plus tard. Donc c'est une synergie entre les deux. Et alors, du coup, on intervient sur le premier gros chapitre de cet entretien qui concerne la testostérone. C'est un peu une de tes spécialités. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais que, avec beaucoup de pédagogie, tu m'expliques c'est quoi la testostérone, pourquoi on en parle autant, pourquoi on fantasme autant sur la testostérone. La testo, c'est, comme tu dis, le fantasme de certaines personnes, la phobie d'autres personnes. T'en parles à des médecins qui vont dire surtout pas, d'autres qui disent mais vas-y, il faut que tu en prennes. Alors, on va mettre tout ça au clair là maintenant. La testostérone fait partie des hormones qu'on a dans notre corps. Alors, elle est appelée hormone sexuelle, mais en fait, elle a beaucoup plus de rôle que sur la sexualité. Petite remarque pour les personnes qui nous regardent. Si vous êtes du monde féminin, ne lâchez pas le passage qui va venir, parce que tout ce que je vais vous dire, ça s'applique aux femmes. Par exemple, peu de gens savent que la femme a plus de testo que d'oestrogène. D'accord. Parce qu'on dit que l'oestrogène, c'est l'hormone principale féminine. Et pourquoi c'est logique qu'il y ait plus de testo que d'oestrogène? Parce qu'une partie de l'oestrogène est fabriquée à partir de la testo. Donc, il faut de la testo pour faire de l'oestrogène. Donc, c'est une hormone très importante. Il faut savoir que chez les femmes, les traitements pour améliorer les troubles de libido, etc., par exemple, en ce moment, il y a des recherches pour voir comment on peut administrer au mieux aux femmes la testostérone, parce qu'on a longtemps oublié que c'était important pour elles. Il y avait même un patch de testostérone pour les femmes qui s'appelait Intrinsa, qui existait il y a une 20aine d'années en France, qui n'est plus commercialisé parce qu'on était trop peu à le prescrire. Donc, c'est tout ça pour dire, si vous entendez le mot testo, vous ne dites pas « ouais, c'est un truc de mec ». Non, non, c'est pour tout le monde. La testo, c'est donc une hormone présente naturellement dans notre corps, et dont notre corps en a besoin. Pour savoir quels sont les rôles de la testostérone, le mieux, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si on n'en a pas. Ouais, c'est ça. Par exemple, quelqu'un qui a été opéré des testicules, on a retiré les 2 testicules. Quelqu'un qui a eu une maladie génétique à la naissance, qui n'a pas de testo, etc. Quelles sont les conséquences? Premièrement, sexuelles. Attention, ce n'est pas trouble de l'érection avec la testo, c'est une sorte de diminution globale du comportement sexuel. On a moins d'érection. Quand on a d'érection, on a moins de sensations. Le plaisir est moins fort. On a moins d'envie. On a une envie, mais ça ne vient pas, ça ne prend pas comme avant. On a l'impression que
La machine, c'est un peu endormi, ralenti. Ça, c'est sur le plan sexuel. Ensuite, d'ailleurs, ça peut donner aussi une difficulté à la jouissance, bref, toute la mécanique. Deuxième conséquence de la testo, elle est sur l'état de forme général. Énergie globale, élan, même sur le plan mental. Énergie mentale, le fait d'avoir l'agnac, etc. Je me souviens d'un patient, parce que ça change même le comportement de séduction, en fait. Et je me souviens d'un patient qui était venu voir parce qu'il pensait avoir des problèmes d'érection, etc. Et donc, effectivement, et il y avait un déficit, mais un vrai déficit en testostérone. Il en manquait beaucoup. Et on s'est rendu compte que c'était lié à des traitements qu'il avait eus quand il était petit, bref. Et donc, on met en route le traitement par testo. Il va mieux. Et à une des consultations, il me dit, docteur, est-ce que ça se sent, est-ce que les femmes sentent que je suis sous testo? J'ai commencé à me dire, ouais, est-ce que ça dégage une phéromone, un truc comme ça? Est-ce que ça dégage? Non, à ma connaissance, non. Il dit, je sais pas. Les mêmes femmes à qui je parlais avant, je leur parle maintenant, et elles me répondent autrement. Je dis, vas-y, donne-moi un exemple. Et le mec, il travaille dans les galeries marchandes où il y a plein de magasins. Il travaille dans un magasin de fringues. Et il y a une fille qui l'intéresse, qui travaille dans un magasin deux magasins plus loin. Il se voit régulièrement dans le travail. Bonjour, ça va? Et il m'a dit, avant, je lui proposais qu'on mange ensemble le midi ou prendre un café. Elle répondait toujours gentiment non, mais elle disait non. Et là, j'avais à peine fini qu'elle m'a dit oui. Et il m'a dit, et moi je précise, il n'avait pas changé physiquement. On venait de commencer le traitement. Et donc, je lui demande, mais comment tu lui dis? Et en fait, il s'est rendu compte qu'avant, il lui disait, au fait, si ça ne te dérange pas, ou si tu as le temps, on pourrait prendre un café ensemble. Et là, cette fois-ci, il lui a dit, comment? Il lui a dit, ah, ça va, j'allais prendre un café, viens, on va passer un moment sympa si ça te dit. Ah, ok. Plus directif. Et en fait, il y a un élan différent. Ouais. Ce que je vous dis là, vous pouvez le faire sans testo. Ouais. C'est quelque chose dans notre façon de parler. Bref, donc, on a parlé de la sexualité, de l'état de forme général, de l'élan mental, du côté cognitif. Quelqu'un qui manque de testo, il va avoir l'impression qu'il est ralenti intellectuellement, plus de problèmes de mémoire, moins concentré, etc. Troisième conséquence, c'est sur la composition du corps. Masse grasse, masse musculaire. Et on sait que la testo, c'est l'hormone de la masse musculaire. Sans testostérone, on ne peut pas prendre du muscle. Quelqu'un qui a un déficit en testostérone, il va faire du sport et il va avoir l'impression qu'il ne prend pas de muscle. Attention, là, les gens qui regardent, moi, je ne prends pas de muscle, donc je suis en manque de testo. Il y a plein d'autres raisons. D'ailleurs, écoutez jusqu'au bout les signes, parce que je vais vous dire tout ce que ça peut être autre que la testo. Ensuite, il y a le côté osseux. Et là, les 3 derniers que je vais vous dire sont les conséquences qui sont les plus embêtantes quand on manque de testo. Je parle du vrai déficit en testostérone. Ostéoporose, c'est-à-dire on va avoir les os fragiles. Donc on tombe, ça casse, etc. Ce qu'on appelle les os déminéralisés. Avant-dernière conséquence, métabolique. On augmente le risque de résistance à l'insuline, donc obésité abdominale et risque de diabète. Et on augmente le risque de mortalité cardiovasculaire. Probablement parce qu'il y a tout ce que je t'ai dit juste avant qui s'est installé. Et par exemple, on sait que quelqu'un qui a un cancer de prostate, parmi les traitements qui existent, il y a encore parfois un traitement anti-testostérone. Et on sait que le risque, c'est pas qu'il meure de son cancer de prostate, mais qu'il meurt du fait qu'on l'a privé de testostérone, puisqu'il va développer diabète, maladie cardiovasculaire, il va être fatigué, il va avoir du mal à faire de l'activité physique, etc., etc. Donc on sait que le manque de testostérone, à la longue, c'est quelque chose de néfaste. Alors, si vous avez remarqué tous les symptômes que je viens de vous dire, tous peuvent être liés à autre chose. Par exemple, problème sexuel, ça peut être lié au fait que tu as fumé du tabac, que tu es sédentaire, que tu as pris du poids. Ça peut être lié au fait que tu es anxieux, que tu fais une grosse crise d'angoisse à chaque fois qu'il y a des rapports. Ça peut être lié à des problèmes qui n'ont rien à voir, prise de médicaments, antidépresseurs, etc. Problème d'état de forme mentale, etc. Ça peut être une dépression, tout simplement, ou un burn-out, mais qu'on ne voit pas venir. Le diagnostic le plus fréquent, c'est l'état d'épuisement mental. Il y a beaucoup de personnes qui consultent en disant « j'ai tous les symptômes du déficit en testo ». On fait les prises de sang, elles sont nickel. Pas limite, nickel. Et après, on se rend compte qu'ils avaient un épuisement mental, c'est-à-dire qu'il manquait de dopamine, pas de testo. Épuisement mental, c'est quoi? J'ai géré tellement de choses, je me suis occupé tellement de préoccupations,
Peut-être que j'ai assumé certaines responsabilités importantes, des périodes d'émotion fortes. Je l'ai fait. Ça ne m'a pas posé problème de le faire. Je suis capable de le faire. Sauf qu'en fait, ça a puisé dans mon énergie. Et je n'ai plus de moment où je me recharge mentalement. Je vais avoir manque d'élan sexuel, plus de problèmes à me concentrer, plus de fatigue. Je vais faire du sport, je finis même pas la séance. Je suis épuisé après la séance de sport, etc. Et je vais penser que c'est la testo, alors qu'en fait, c'est plutôt le manque en dopamine. Autre problème, c'est que le syndrome d'apnée de sommeil peut donner exactement les mêmes symptômes. Syndrome d'apnée de sommeil, c'est que tu ronfles très fort la nuit, tu te réveilles le matin, la tête un peu dans le sac, et l'après-midi, coup de barre monstrueux. Tu penses que c'est la testo, en fait, c'est de l'apnée de sommeil. D'où l'importance, en fait, de demander à un médecin avant de dire... Petite parenthèse, vu que là, on va vraiment débunker pas mal de mensonges. Grosse trend sur TikTok récemment, se mettre un sparadrap sur la bouche pour éviter d'avoir ces problèmes d'apnée de sommeil. Vrai ou faux ? Non. En fait, non. L'apnée de sommeil, c'est pas devant. C'est derrière, dans la gorge, en fait. D'accord. Okay. C'est les tissus qui retombent. Par contre, le fait de porter une gouttière peut améliorer, parce qu'avec la gouttière, tu as la mandibule quand tu dors. Si ça tombe comme ça, en fait, ça vient boucher les voies aériennes, et donc c'est là que tu vas enfler. Si tu mets une gouttière, ça va garder la mandibule vers l'avant, et donc éviter que la langue aussi vienne boucher derrière. Mais il y a des syndromes d'apnée de sommeil où il n'y a que la machine. Okay. Mais il y a une autre raison. La trend TikTok, c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je vois des trends de ce type, mon premier réflexe, c'est « qu'est-ce qu'il raconte ?» Puis après, je me dis « mais en fait, il y a une base, mais c'est pas du tout celle qu'il raconte. » L'intuition est bonne, mais le résultat, pas ouf. Ah ouais, c'est comme quand on t'offre un cadeau et tu dis « bon, l'intention compte. » Et tu vas le vendre ensuite sur Vinted. Et en fait, c'est plus important de respirer par le nez que par la bouche, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a des poils dans le nez, on n'en a pas dans la bouche, normalement. Et ils servent à quoi, les poils dans le nez ? Ils servent en fait à trier un peu, filtrer les virus, les microbes, etc. Donc, c'est pas pour rien. En plus, ils trient l'odeur. Donc, ça te permet de dire « oula, il y a peut-être un truc là, pas bon, il ne faut pas que je m'approche, il y a un gaz là, ou il y a un truc. » Ou au contraire, « ah, ça sent bon, il y a peut-être un gâteau quelque part. » Tout ça, ça passe par le nez. Mais il y a une autre raison, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que le fait de respirer par le nez stimule la sécrétion du monoxyde d'azote, qui est un vasodilatateur sur lequel est basé les traitements de l'érection, comme le Viagra, Cialis, Levitra, etc. Donc en fait, le fait de respirer par le nez, non seulement permet d'éviter certains microbes, repérer des odeurs, et en plus, ça permet d'améliorer légèrement notre microcirculation sanguine. Donc en respirant par le nez, on bande plus dur. Oui, voilà. Et l'intention était bonne de dire respire par le nez, mais ce n'était pas du tout pour la même raison qu'ils ont dit. Ouais. D'accord. Et si on reste sur ce terrain de la testostérone, parce que du coup, en plus, quand on regarde ta chaîne, c'est vraiment un travail dantesque que tu fais de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça ce mythe est vrai, faux pas. J'avais fait d'ailleurs, une vidéo. 18 choses qui peuvent diminuer ou augmenter la testostérone naturelle. C'est ma question. Mis à part les traitements d'air, t'en penses quoi des traitements de mecs qui s'injectent fondamentalement de la testostérone ? C'est très simple. Si tu es en déficit en testostérone, les mecs qui nous regardent, ça veut dire on a les symptômes. Les symptômes persistent dans le temps et on a au moins 2 prises de sang, le mieux 3 prises de sang qui le confirment. Parce que quand on commence le traitement, c'est pas anodin. Donc, c'est pas je suis fatigué, je prends de la testo. Je bande pas, je prends de la testo. Okay ? Maintenant que c'est clair. Si tu es en déficit en testostérone, le traitement par testostérone est non seulement utile, mais probablement protecteur, puisque ça va te permettre de rester en forme, de garder une activité physique, donc de lutter contre les méfaits de la sédentarité, etc. À condition que ça soit surveillé médicalement. Par exemple, il faut qu'il y ait une prise de sang tous les 6 mois et adapter les doses. On augmente, on diminue, on change. Si ton état change, il faut changer le traitement. Il ne faut pas oublier que la testo dans notre corps est régulée, c'est-à-dire elle augmente un peu, elle baisse un peu. Si tu fais une prise de sang tous les jours, tu n'as pas toujours le même taux de testo. Ça change d'un jour à l'autre. Ça, quand tu fais un traitement, on ne le maîtrise pas. C'est pour ça qu'il faut, au début, tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, quand c'est vraiment hyper stable, 1 fois par an, mais maximum 1 fois par an, qu'il y ait un contrôle, prise de sang, voir le médecin, est-ce que j'ai changé, est-ce que mon attitude a changé. Par exemple, il y a des périodes où on va dire plutôt les injections intramusculaires, d'autres on va dire non, passe au traitement par crème, parce que ce qui se passe au niveau du foie n'est pas terrible, la crème elle a moins d'impact sur le foie. Donc un traitement par testostérone conduit par des experts,
fait de façon à suivre les règles médicales, c'est très bénéfique. Par contre, tu prends un traitement testo, alors que tu n'en as pas besoin, ou tu as fait un peu le forcing en disant « mais si, regarde, c'est à la limite là, et puis je suis fatigué ». Là, il y a un risque. Et les risques, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas le cancer de prostate. Le traitement par testostérone ne donne pas de cancer de prostate. C'est prouvé, maintenant c'est écrit noir sur blanc, ce n'est pas la question. Même si on garde la recommandation de si tu as un cancer de prostate, tu ne prends pas le traitement testo avant de vérifier si c'est un cancer hormonodépendant. Bref. Mais le risque du traitement par testo, c'est quoi ? 2-3 risques. Premièrement, tu augmentes la fabrication de globules rouges. Donc, tu vas avoir plus d'hémoglobine, plus d'hématocrite. Donc, le sang est plus épais. Donc, des petites artères peuvent se boucher parce que le sang est trop épais. C'est comme ça qu'on a entendu parler il y a quelques années de sportifs de haut niveau qui faisaient un AVC, une attaque cérébrale, un infarctus. Voilà. En fait, c'est parce que le sang devient trop épais sous testostérone. Et en plus, si tu le fais sans aucun contrôle médical, là, tu ne sais même pas que c'est le danger de ça. L'autre conséquence est plus logique, c'est du bon sens. La testo développe les muscles, mais ne développe pas les articulations. Ah oui. Donc, si tu prends un traitement testo parce que tu en manquais, tu vas juste retrouver ton état musculaire naturel. Mais si tu as déjà un état musculaire naturel et tu le développes, et si ça se trouve, ton articulation ne va pas suivre et tu risques de l'abîmer ou de la péter. Et l'autre risque, c'est de donner un traitement testo à quelqu'un qui ne doit pas retrouver son état de forme. Alors là, on dit, mais qui ne doit pas retrouver son état de forme ? Prends quelqu'un, par exemple, qui a une maladie cardiaque. Et il ne faut pas qu'il fasse trop de sport. Il faut qu'il soit tranquille, repos. Tu le charges en testo. À 23h, il a envie de faire 1 heure de rameur. Hein. Ouais. Et là, il y a un risque. Donc, tu vois, le traitement testostérone, ce n'est pas juste « je suis fatigué, je ne prends pas de muscle, je prends de la testo ». C'est plein de paramètres à prendre en compte. Et donc, je vous conseille vraiment que ce soit des médecins qui connaissent le sujet et qui savent vous suivre, qui savent vous dire « fais pas ça, fais ça, fais pas ça, fais ça ». Est-ce que tu reçois, toi, des demandes de mecs, tu sais très bien qu'ils veulent de la testo, Oui. ils font crari Oui. Ok. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que le fait que ça soit sur la plateforme et que c'est à distance, ils sont un peu plus sincères. Ouais. Et ils disent « bon, au pire… je le vois, enfin, on est loin, quoi. Je suis pas devant lui. Il n'y a pas la gêne de rester comme ça pendant la consultation. » Donc, ils disent, ouais, je viens. Et c'est pour ça que j'insiste sur une centaine de mecs qui ont des symptômes de type manque de testostérone. Il y a 10-15% qui ont vraiment un manque de testostérone. Donc, tu as 85% qui disent, ouais, mais non, j'ai les mêmes symptômes. Ouais, il faut creuser. C'est pas soit tu as le problème, soit tu ne l'as pas. Ah non, tu as des symptômes, il faut qu'on trouve les causes. Est-ce que c'est la testo? Est-ce que c'est la thyroïde? Est-ce que c'est la dopamine, c'est-à-dire l'épuisement mental? Est-ce que c'est l'apnée de sommeil? Et est-ce que c'est une combinaison? Par exemple, tu dors mal, tu dors mais pas suffisamment. Tu as des contrariétés, pas trop graves. Tu as pris un peu de poids, c'est pas trop grave. Mais tu as cumulé 3-4 trucs qui font que tu as les mêmes symptômes que quelqu'un qui manque de testo. Ok. Et alors du coup, si on est sur un terrain un peu plus naturel, c'est quoi, entre guillemets, les remèdes, même si remède sous-entendrait un problème, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui peut favoriser la fabrication de testostérone, mais de manière naturelle? Alors, le premier truc, et ça vous le retenez, femmes et hommes, l'ennemi de la testo, c'est la graisse du ventre. Parce que cette graisse a un rôle, c'est un mot très joli qu'on appelle aromatisation de la testo. Alors, aromatisation, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne veut pas dire que ça lui donne une odeur sympa. Ça le transforme en oestrogène. Donc, il transforme l'hormone masculine en hormone féminine, pour schématiser. Donc, moins on a de graisse au niveau du ventre, et mieux c'est, parce que ça permet au moins à la testostérone fabriquée dans notre corps d'être entièrement disponible pour l'utilisation. Donc, avant de commencer à augmenter la testo, il faut faire de sorte que mon corps utilise au mieux la testo que je fabrique. C'est comme dans d'autres usines, par exemple. Si tu as 20 personnes qui sont en train de fabriquer des voitures, mais il y en a 5-6 qui ne bossent jamais, en fait, qui sont... Ouais. Bah, tu fabriques moins et tu vas dire « Ah, il me faut plus d'employés. » Non, il faut déjà que je les utilise mieux. Ouais. Ou il y en a 4-5 qui sont spécialisés dans telle technique et je les ai mis sur autre chose. Et comment on peut viser la graisse du ventre? La graisse du ventre, c'est la graisse en général. En fait, pour la repérer, pour la viser, on fait de sorte de ne pas surveiller que son poids, ni seulement la masse l'indice de masse corporelle, on surveille le tour de taille. Et le réflexe, ça vous le retenez, si je suis serré dans ma ceinture, ce n'est pas la ceinture qu'il faut changer. Ouais.
C'est que voilà, vous prenez un repère et si vous sentez que vous êtes de plus en plus serré, vous augmentez taille, c'est qu'il faut que vous refassiez attention à votre équilibre alimentaire, à l'activité physique pour reperdre de la graisse au niveau du ventre. J'en parle parce que tu as des mecs qui ont une très très bonne masse musculaire et qui ont du ventre parce que ils mangent quoi, ils se font plaisir. Eux, leur corps utilise moins bien la testo que quelqu'un qui a moins de masse musculaire mais qui n'a pas de graisse abdominale. D'accord. Parce qu'il y a cet équilibre qui se fait. Donc, premièrement, graisse au niveau du ventre. Deuxièmement, il n'y a pas de mystère. Une des meilleures activités pour augmenter naturellement la testo, c'est l'activité sportive de renforcement musculaire. La muscu, quoi. La muscu. Mais ça peut être un sport qui renforce les muscles sans que ça soit la muscu. Par exemple, tu fais du badminton, tu travailles beaucoup tes cuisses, tes fesses, tes mollets. Alors, la question qui se pose, c'est les sports d'endurance. Quelqu'un qui ne fait pas de sport et qui fait de l'endurance, c'est mieux de faire de l'endurance. Quelqu'un qui fait des sports d'endurance, qui veut augmenter sa testo, vaut mieux faire du renforcement musculaire en plus. Donc tout sport est déjà mieux que rien, mais si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la réflexion, c'est vraiment le renforcement musculaire. Parce que les muscles participent et parce que les organes qui produisent reçoivent l'information « j'ai besoin » et tu me fabriques. Ensuite, il y a un élément qui est souvent négligé, c'est le sommeil. Le sommeil. C'est dans les phases de sommeil profond paradoxal que tout le système reset de nos hormones se met en place. Et puis, il y a un lien entre la mélatonine, l'insuline et la testostérone. Or, toutes ces hormones ont besoin d'un très, très bon sommeil pour fonctionner de façon optimale. D'ailleurs, on le voit, même quelqu'un qui est sous traitement par testostérone, s'il dort mal, il n'a pas tous les bénéfices. Règle que je rappelle partout sur ma chaîne, partout, ceux qui disent « oui, mais comment on fait pour le sommeil ?» Tu fais un test, tu te réveilles tous les jours, pendant plusieurs semaines, 4, 5, 6 semaines, tous les jours à la même heure. Le réveil, tu ne changes pas. Et le soir, tu vas te coucher quand tu sens que c'est le sommeil, on s'en fout de l'heure. Pas je finis le film. Et je dis bien quand tu sens le sommeil, pas quand tu sens la fatigue. Le sommeil, c'est petit frisson, les yeux, tu sais, qui commencent à tomber, tu n'arrives plus à te concentrer. Ouais. J'ai raté un truc, tu bailles. Ouais. Tu as un peu froid, ça c'est des signes. Ça c'est ton cerveau qui te dit va te coucher. Ouais. Fatigue, mal partout, crevé, contrarié, etc. Ça c'est pas du sommeil. Si tu vas te coucher à ce moment-là, tu vas pas t'endormir. Donc tu essayes de repérer ces deux trucs-là et tu relances. Donc on a dit la graisse abdominale, le sport, le sommeil. On arrive à l'alimentation. Et là il y a 3-4 trucs. Le premier, tu vires tout ce qui est alimentation industrielle. Qu'est-ce que tu entends par alimentation industrielle ? C'est nuggets, tout ce qui est aliment très loin de son état d'origine. D'accord. Et tu regardes la composition. Si tu vois par exemple que dans des lasagnes, tu as 6 lignes de composition, c'est louche. Il n'y a pas que des lasagnes là-dedans. Ouais. Voilà. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces produits-là, qui sont mis les conservateurs, les trucs chimiques pour faire qu'il y ait un bon goût, ou que ça ne s'abîme pas, ou que ça moisisse pas, ou que la couleur ne change pas, ben malheureusement, ils ont un effet chimique dans le corps, dont un effet de type perturbateur endocrinien. C'est pour ça que, je ne sais pas si tu en as entendu parler, il y a une étude qui a montré que deux groupes de personnes, qui mangent la même chose en termes de calories, protéines, graisse, sucre, les mêmes proportions pendant plusieurs semaines. Mais il y en a un, il prépare tout seul, et l'autre, c'est industrialisé. Ben, celui qui prépare seul a, quelques semaines plus tard, des prises de sang nettement meilleures que l'autre. Alors qu'ils ont mangé les mêmes calories, les mêmes quantités de protéines, lipides, etc. Donc vraiment l'alimentation industrialisée. Deuxièmement, on évite tout ce qui est alimentation avec beaucoup de sucre, graisse animale, simplement parce que ça va favoriser la prise de graisse au niveau abdominal, et donc forcément ça va favoriser ce qu'on a dit au début. Et sur l'alimentation, il y a toujours la fameuse question, qu'est-ce que je peux manger naturellement pour booster ma testo ? Je vais dire les trucs qui boostent à la fin. Ah merde. Parce qu'il y a encore parce qu'il y a encore deux autres trucs dont on parle peu. L'exposition à la luminosité est très importante aussi pour la testo. Et là, je sais qu'il y en a qui disent « Ah, vitamine D !» En fait, c'est marrant parce que les études montrent que la luminosité et pas juste le soleil. Probablement parce qu'il y a un impact au niveau cérébral qui fait qu'il y a des conséquences plutôt en cascade qu'on ne comprend pas très bien. Par exemple, je donne mon secret, moi je fais de la luminothérapie tous les matins. J'habite à Lille, il fait souvent noir en période hivernale. Et je mets la luminothérapie pour l'état de forme. Alors, est-ce que c'est parce que ça fait que
Tu restes en forme mentalement, donc tu as encore la motivation d'aller faire du sport. Est-ce qu'il y a un impact différent? On ne sait pas. Pour ce qui est de la vitamine D, le déficit en... Alors ça, les personnes qui sont très calées en testo, ils disent s'il y a des études qui ont montré que le déficit en vitamine D est associé à un déficit en testo. Et c'est vrai. Par contre, ces études ne disent pas que c'est la cause du manque de testo. D'ailleurs, quand tu recharges en vitamine D, tu n'augmentes pas forcément la testo. Est-ce qu'il n'y a pas une cause qui donne les deux, manque de vitamine D et manque de testo? Il y a une seule étude qui a montré que le fait de recharger en vitamine D, ça a amélioré la testo. Mais c'était une étude dans un club de football tout au nord de la Scandinavie, où je pense qu'ils devaient voir le soleil 3 jours par an, 1 an sur 2. Oui. Donc voilà, il y a des cas extrêmes où on se dit, OK, recharger en vitamine D, intéressant. En tout cas, exposez-vous à la lumière. Genre, par exemple, si on devait, à chaque fois qu'on a qu'on apprend une nouvelle chose dans cet entretien, si on devait donner une petite routine. La routine, alors j'arrive aussi à l'alimentation du coup. D'accord, OK. Dans l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange pour stimuler la testo? Premièrement, on mange... Là, ceux qui ne connaissent pas, ils vont sursauter. Toi, tu dois connaître. D'abord, on mange de la graisse. Pourquoi? C'est un peu contre-intuitif. Contre-intuitif, parce qu'on vient de dire graisse, ventre, tout ça. En fait, la testostérone, le corps ne la fabrique pas comme ça à partir de l'air. Il la fabrique bien à partir de quelque chose qui est présent dans notre corps. Et il la fabrique à partir de... Cholestérol. Mais pas le cholestérol qu'il y a dans la graisse de jambon et du bon pavé de dans les entrecôtes. C'est la graisse qui est présente dans les poissons et les aliments, fruits, légumes, typiquement avocat, sardines. D'ailleurs, moi, je suis sardine man. Je trouve que c'est pas cher du tout. Tu peux faire un super repas avec. D'ailleurs, j'ai fait récemment une vidéo, un repas entier qui booste les érections et la testo, basé sur augmentation de testo, amélioration de la circulation sanguine, amélioration de l'énergie mentale. Notamment donc, des sardines, du coup. Il y a des sardines dedans. Il y a aussi les noix, amandes, les oléagineux, avocats, je ne sais plus si je l'ai dit. Et on va apporter aussi à notre corps des aliments qui améliorent la microcirculation sanguine. Alors, quel est le lien avec la testo? C'est que plus on a une microcirculation qui se fait bien, plus ce que contient le sang va loin dans notre corps et donc va nourrir même le plus profond des tissus, d'où l'importance de véhiculer la testo dans ces cas-là. Donc, ça va être en particulier les fruits rouges, fraises, framboises, etc., les pastèques, qui contiennent beaucoup de vasodilatateurs aussi, chocolat noir, thé vert. Et puis, on adopte ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire, qui est simplement diminuer le sucre en excès, en fait. Donc, la routine, ça serait, je dors correctement. Je ne me prive pas de sommeil. Et si je me prive de sommeil, je fais attention, je rattrape. Je fais du sport, en particulier du renforcement musculaire. Attention, sans s'épuiser. Si tu fais 2 séances par jour, tous les jours, il y a un moment où tu vas rentrer plutôt en épuisement. Le rythme, c'est qu'il y ait au moins 2 fois par semaine où tu te reposes, en fait. Tu reposes le corps. Petite remarque pour ceux qui ont peur de perdre du muscle, c'est pendant le repos que le muscle se fabrique, pas pendant l'exercice. Donc, n'ayez pas peur de repos. La preuve, vous faites 2 minutes, 1 à 2 minutes de repos entre chaque série. C'est pas juste pour la fatigue. Bref. Donc, j'ai bien dormi, j'ai fait du sport, j'ai mangé de façon équilibrée, je me suis exposé à la lumière, j'ai évité l'alimentation avec plein de produits chimiques. Et il manque un dernier truc, je me fais plaisir. J'écoute une musique que j'aime bien, je me fais un plat que j'aime bien, tant pis s'il y a un petit écart de temps en temps, mais se faire plaisir, puisqu'en se faisant plaisir, on va diminuer notre taux de cortisol, ce qui va favoriser l'utilisation de la testostérone. Donc tu as remarqué, il y a des trucs, c'est pour augmenter la fabrication, et d'autres, c'est pour mieux utiliser, rentabiliser la testo dans le corps. Tu as dit un truc assez fort qui est, en fait, c'est un peu sonné un peu contre-intuitif parce qu'on est un peu bercé pour certains qui se reconnaîtront dans un univers très américain où c'est très ascétique, il faut faire beaucoup de sport, ne pas prendre de plaisir ou quoi. Et toi, tu dis, en fait, non, il faut aussi pouvoir se faire plaisir. Si tu fais un écart de possibilités, soit tu l'as fait, c'était pas attendu, surtout, tu t'en veux pas. Parce que si tu t'en veux, le cerveau interprète ça comme état de mal-être, angoisse. Comment il va réagir? Il va sécréter de l'adrénaline et du cortisol. Donc, pour faire du sport derrière, ça va être galère. Okay. Alors, je me dis, OK, j'ai fait un écart. Moi, allez, je me suis fait plaisir. Ouais. Bon, bah, au moins, quand je reprends... Ouais. Okay. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que
Le fait de se faire plaisir, par exemple, écouter une musique qu'on aime bien, voir des amis qu'on aime bien, ça a été très utile pour augmenter la dopamine, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, elle, va donner de l'énergie mentale, qui fait que je serai encore mieux pour faire du sport et faire mes efforts que je dois faire. Ouais. D'accord. Et j'ai juste une dernière question sur la testostérone, mais qui en fait qui traite un peu aussi de la question de la nutrition, et je reviendrai là-dessus quand on parlera de nutrition. C'est qu'en fait, on a l'impression que tout ce que tu viens de nous dire, bah, c'est relativement simple. En Oui. fait, c'est des techniques du genre bien dormir, bien manger. Oui. Mais alors pourquoi les gens en manquent si c'est aussi simple? Alors, effectivement, c'est des techniques simples, mais c'est pas si évident que ça à mettre en place quand on avait des mauvaises habitudes avant. D'accord. Ou pour quelqu'un qui travaille de nuit, par exemple, Ouais. ou pour quelqu'un qui a un rythme de vie qui fait que... Voilà. Donc, elles sont simples, mais dans la vie de tous les jours de quelqu'un, je peux comprendre que ça ne le soit pas. Je prends sur moi, il y a des semaines où je me dis, mais c'est pas possible, j'ai rien réussi à faire de tout ça. J'ai mangé comme je peux parce que je courais partout. Allez, je me rattrape. L'idée, c'est pas que ça soit constant. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'au long cours, que ces trucs-là soient présents comme ligne directrice dans ce qu'on fait. Donc déjà, il y a cette difficulté-là. Et ensuite, il y a une autre difficulté. C'est qu'on sait que depuis 30 ans, la fertilité masculine diminue et les taux hormonaux diminuent. Et pire que ça, les taux l'utilisation du corps des hormones diminue. C'est lié beaucoup, malheureusement, à toutes les cochonneries qui nous entourent, toxiques environnementaux, plastiques, perturbateurs endocriniens, etc. Pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, ça. Déjà, je ne sais pas si vous le savez, il y a des études récentes qui ont retrouvé des nanoparticules de plastique dans le cerveau, dans le pénis et dans les testicules. Okay. On se dit, s'il y a du plastoc là-dedans, c'est peut-être une explication sur le fait que ça déconne plus chez certaines personnes. Et en fait, comment ça fonctionne? Pour que la testostérone soit efficace, il faut qu'elle rentre dans une cellule. Pour rentrer dans une cellule, il y a une porte. Sur la porte, il y a une serrure et il faut une clé. Et la testostérone a une clé pour ouvrir, pour entrer. Tous les perturbateurs endocriniens dont je vous parle, en fait, ils viennent et ils mettent leur clé dans la serrure. Donc la testo arrive, elle dit il y a déjà une clé. Je pars. Et la cellule a dit, c'est bon, j'ai une clé, moi. Sauf qu'en fait, la cellule n'a pas reçu la testo. Parce que les perturbateurs ont imité l'effet de cette clé qu'on a sur les récepteurs. On a par exemple de plus en plus d'hommes qui ont un taux de testostérone qui est, ça c'est de plus en plus fréquent, zone grise. Ils ne sont pas en déficit. Et en même temps, on se dit, mais à son âge, c'est quand même un peu limite. Mais ce n'est pas un déficit, ce n'est pas dans les règles pour prescrire un traitement. Et en même temps, c'est là d'ailleurs que les conseils que j'ai donnés marchent le mieux. Plus les suppléments dont je vais parler, les compléments alimentaires qu'on rajoute. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont une LH basse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur corps manque de façon partielle, pas totale, de testostérone, mais leur hypophyse n'a pas réagi. C'est comme si elle n'était pas au courant qu'il en manque. Ou alors, l'autre hypothèse, c'est comme si elle était tellement surchargée de produits environnementaux qui imitent l'effet de la testo, mais sans les bénéfices, que l'hypophyse dit c'est bon, il y a assez, pas besoin de sécréter plus. Et donc, en fait, là, on a par exemple des andropauses précoces, mais ce n'est pas des vraies andropauses, ce n'est pas le testicule qui a arrêté de travailler, c'est l'hypophyse qui ne demande plus au testicule fabriqué. Tout ça, on sait que ça existe. C'est assez difficile à prouver, parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire, mais on le voit, on le ressent. Pour te donner une idée, quand j'ai commencé il y a une trentaine d'années, on avait fait une série sur 1200 hommes qui consultaient pour un problème d'érection. Combien avaient un déficit en testo? C'était 1%. On a refait la série avec mon collègue, là, il y a quelques années, et on s'est rendu compte que c'était 9%. Ça veut dire quand même que 90% n'ont pas de problème testo. Ouais, mais l'augmentation est gigantesque. Ça veut dire qu'il y a 9 fois plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Alors peut-être qu'on recherche aussi plus, peut-être qu'on s'intéresse plus. Mais voilà, il y a ce côté perturbateur autour de nous qui joue. Je te donne un autre exemple tout pourri. Je ne sais pas si c'est en bois, la table là qui est en dessous. Mais normalement, on n'a pas le droit de l'utiliser, de l'acheter, si elle n'est pas traitée pour éviter qu'elle s'enflamme facilement. Sinon, il y aurait le feu partout. Or, ce produit qu'on met pour la traiter, on nous dit que, par exemple, ce n'est pas cancérigène, ça ne perturbe pas les hormones. Sauf que c'est testé sur quelques semaines sur des rats. Personne ne l'a testé sur 1 an ou 2, ce que ça donne. Mais on suspecte aussi que ça soit des trucs. On n'arrive pas encore à
à deviner. Donc on n'est pas dans un environnement qui est propice. Non. D'ailleurs, bien-être. dans les routines, si vous voulez connaître une que je fais moi, et qui rejoint ce que je viens de vous dire, luminosité et se faire du bien, allez faire une balade dans une forêt au bord de la mer, quelque part, loin de tout ce qui est toxique. Laissez votre corps se nettoyer un peu de toutes ces cochonneries qui nous entourent. Et puis on arrive aux produits qui peuvent stimuler la fabrication de testo naturellement. Alors il y en a beaucoup qui sont réputés. Je vais dire surtout ceux pour lesquels j'ai des études vraiment contre placebo avec quelque chose prouvé. Il y a le fenugrec. Pour moi, c'est une plante incroyable, ce fenugrec. Le Tribulus terrestris, que beaucoup de gens connaissent. Et on sait qu'il y a un peu le ginkgo, le ashwagandha. Je crois que j'ai du mal. Les oméga 3 peut-être. Alors, les oméga 3 aident à fabriquer la testo. Là, ce que je viens de vous dire, les plantes, c'est ce qu'on appelle effet LH-like. Ça imite l'hormone qui est partie de l'hypophyse vers les testicules. En gros, l'oméga 3 va dire aux testicules, si tu fabriques de la testo, j'ai ce qu'il faut. Fenugrec, Tribulus et autres vont dire aux testicules, fabrique plus de testo. Et il y a le zinc qui est nécessaire pour faire la fabrication de testo. Et tu viens de comprendre pourquoi je répète souvent que tu prends un seul de ces trois, tu n'auras pas de bénéfice. Et beaucoup disent, j'ai pris du Tribulus, ça n'a rien changé. Et effectivement, il faut Tribulus, plus fenugrec, plus oméga 3, plus zinc, plus on rajoute de la L-arginine et de la citrulline qui donnent la vasodilatation, ce qui permet encore plus de véhiculer le tout. Et souvent, d'ailleurs, les compléments qui sont les plus intéressants, c'est ceux qui combinent plusieurs en même temps pour avoir plusieurs actions en même temps. On arrive au terme de notre premier chapitre sur la testostérone et on va parler maintenant du stress et son corollaire des questionnements autour du bonheur. Mais en fait, c'est des questions qu'on a déjà un peu traitées avec la testostérone. Si on replace un peu de contexte, on est une jeune génération, et moi je sais parce que j'en parle souvent à ma communauté, une jeune génération qui est de plus en plus stressée et qui a de plus en plus de mal à atteindre un état de bien-être et de bonheur. Alors il y a beaucoup de coupables, si j'ose dire, les écrans, l'actualité qui est parfois un peu dramatique, un peu anxiogène. Toi, de ton expérience de médecin, est-ce que tu as remarqué que les gens étaient de plus en plus tristes ou Non anxieux ? seulement je l'ai remarqué chez les jeunes, mais il y a 2-3 études maintenant qui l'ont prouvé. Je vais te donner un exemple d'étude. Moi, je l'ai remarqué, tous mes collègues l'ont remarqué. Par exemple, quand on a fait la plateforme Charles.co, on a été surpris de voir qu'un tiers de nos patients avaient moins de 30 ans pour des problèmes d'érection. Alors que normalement, on s'attendait à ce que ça soit une moyenne d'âge plus élevée. Et on a des patients jusqu'à 92 ans, ce n'est pas la question, mais qui est autant chez les jeunes. On sait par exemple que les médicaments prescrits pour des troubles de l'érection d'origine psychologique, anxiété, stress, 1 sur 4 est prescrit pour quelqu'un de moins de 30 ans. Donc c'est constaté. Et il y a une étude récente qui a comparé le profil des patients qui consultent pour éjaculation précoce aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Je fais court. Les gens qui consultent pour éjaculation précoce aujourd'hui ont un âge plus jeune, ont plus de symptômes de dépression et ont une éjaculation précoce plus sévère. Donc oui, on le voit. Les personnes qui consultent pour troubles de l'érection, leur score d'anxiété quand on fait les études et on fait compléter est 2 à 3 fois plus élevé que dans le passé. Tu disais, il y a plus de coupables. Moi, j'ai essayé de comprendre, mais pourquoi ? Pourquoi les jeunes, aujourd'hui, ont plus de difficultés sexuelles d'origine psychologique ? Ce qui est, en fait, si tu veux, pour moi, les difficultés sexuelles sont un repère qu'il se passe quelque chose sur le plan de l'anxiété qui n'est pas normal ou qui n'est pas bien visible. À tel point, pour te dire, avec mes collègues, on estime maintenant que la santé sexuelle des jeunes, c'est presque une sorte de baromètre de leur équilibre personnel. Si ça fonctionne sur le plan sexuel, c'est qu'a priori, ils ne sont pas si mal que ça. On arrive presque à un indice. Quelles sont les raisons ? Premièrement, tu as parlé les écrans, avec leurs conséquences sur le sommeil. Je parlais des écrans pour ça. Les réseaux sociaux, avec en particulier la façon de les utiliser, qui te donne toujours cette impression que tu peux avoir mieux. Et c'est vrai, en fait, quand tu regardes, tu dis « Ah, moi, c'est pas aussi bien » ou « Je pourrais faire mieux ». Et donc, au lieu de prendre conscience que tout va bien pour toi, tu prends conscience de ce qui te manque.
C'est hyper angoissant pour certaines personnes, frustrant, etc. Tu as parlé, toi, des écrans, réseaux sociaux. Moi, je rajoute Amazon. D'accord, la consommation. La rapidité. Ah oui. Regarde, je prends un exemple sur ma fille. Elle va encore me dire arrête de parler de moi. On commande un truc sur Internet. Le lendemain, il n'est pas là. Ouais, je n'avais même pas percuté. Ouais, revérifie où il est. Puis ça va, on l'a commandé hier. Ouais, mais ils ont dit qu'il arrive demain. Et je me suis dit, mais pensant, moi, ma génération, on envoyait une lettre ou alors SMS. Enfin, SMS, c'est mort ça. Snap, WhatsApp, tout ça. Puis est-ce qu'il l'a lu, il l'a pas lu, etc. Nous, on envoyait une lettre, on ne savait même pas si la personne allait le recevoir, on ne savait même pas si elle allait répondre, on ne savait même pas si on allait la recevoir en retour 10 jours plus tard. Pourquoi je parle de ça ? Parce que ça n'aide pas à gérer les sentiments de frustration. Je n'ai pas ça, c'est pas grave, je l'aurai peut-être plus tard. Pas, je n'ai pas ça, mince, comment je peux faire pour l'avoir ? Sexuellement, c'est j'ai envie de faire ça, j'y arrive pas, mince, comment on fait pour y arriver ? Au lieu de se dire, tiens, je vais prendre mon temps, je vais m'enseigner, je vais le faire. C'est pour ça que je parle de tout ce qui est Amazon et équivalent, qui nous ont appris en fait à aller très très vite. Et je me fais souvent la remarque, nous aussi sur la plateforme, on dit vous pouvez avoir un rendez-vous dans les 24 heures, 7 jours sur 7. Et des fois je me dis mais on ne devrait pas faire ça. On devrait leur apprendre d'attendre. Et en même temps je me dis mais non, il est mal le mec qui a besoin d'aide, il faut qu'il consulte rapidement. Bref. Ensuite il y a l'avenir, on a accès à des informations. Honnêtement, celui qui sait faire le tri dans les informations, ce qui est vraiment vrai, ce qui ne l'est pas, balèze. Et donc, on a pas mal d'informations qui te mettent le doute, tout ça, tu ne sais pas trop, ça stresse. Et on est une génération, vous êtes une génération où, moi, quand j'ai commencé, je suis un peu atypique, j'ai fait 12 métiers dans le même métier, mais dans ma génération, c'est tu apprenais un métier, tu le faisais 20-30 ans, tu réfléchissais pas trop à ce qui allait t'arriver là-dedans. De nos jours, tu fais 20-30 métiers en un an. J'exagère. Ah, oui, c'est léger. Donc, c'est beaucoup plus anxiogène. Tu vois, par exemple, qui aurait imaginé qu'on va louer même le lit et la télé ? Parce qu'on ne sait pas à quel moment on va partir, changer, etc. Tout ça, c'est excitant pour certaines personnes. Il y a ceux qui détestent le fait d'être plan-plan, mais ça peut être hyper angoissant et fatigant pour d'autres personnes. Tu rajoutes à ça plein d'autres trucs. Sur le plan financier, c'est différent. Faire des achats, c'est différent. Et tu rajoutes, là, c'est spécifique pour les jeunes sur le plan sexuel. D'un jour, tu rencontres une partenaire ou un partenaire. Il y a des chances que cette personne ait déjà eu plusieurs partenaires avant toi. Ce qui n'était pas le cas dans ma génération. Ce n'était pas aussi vivant que ça. Ce qui fait que tu te dis, j'ai pas le droit à l'erreur. Tu sais aussi que de nos jours, on peut faire des rencontres plus facilement. Donc tu te dis, il peut ou elle peut me quitter facilement. Il peut me ghoster. Ce terme de ghoster, il est né là avec ta génération à toi. Et donc tu as des personnes qui consultent en disant, il me faut une solution rapidement parce que j'ai peur qu'elle me quitte pour ça. Ça n'existait pas il y a 30 ans. C'était 30-40 ans. On prenait un peu plus le temps en disant, OK, ça va. Voilà. Donc tu vois, tu combines tout ça. Et oui, effectivement, je suis content de ne pas être jeune aujourd'hui. Et c'est quoi ton regard, toi, en tant que sexologue, parce qu'en fait, on parle beaucoup, ça c'est une question que je voulais te poser, que je n'avais pas notée, mais en fait, comme tu en parles, ça me permet d'aborder le sujet, sur les applications de rencontres. Oui. Qu'est-ce que tu penses ? Parce qu'en fait, beaucoup de gens l'ont vu comme une putain d'opportunité, je vais rencontrer plein de meufs ou de mecs, c'est génial, je vais faire des rencontres que je n'osais pas faire dans la vraie vie, mais on se rend compte qu'au final, les gens... Récemment, on s'est rendu compte que les gens faisaient un peu moins l'amour qu'avant, que les gens allaient moins à la rencontre de l'autre, qui n'était pas forcément... Pour moi, cette question, c'est comme si tu demandais à quelqu'un « Qu'est-ce que tu penses de la street food par rapport au restaurant classique et manger chez toi ?» Le jour où j'ai besoin de street food, je suis content qu'il soit là. Le jour où j'ai envie de faire un repas avec des amis, je vais aller à un autre endroit. Ouais. Et c'est exactement la même chose pour les applis de rencontre. C'est une possibilité parmi d'autres. L'erreur serait de l'opposer au reste. Je trouve que, par exemple, l'inconvénient sera chez quelqu'un qui va tout mettre là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Les applis de rencontre, les sites de rencontre communiquent très, très peu et mentent beaucoup. Si vous nous écoutez, c'est avec beaucoup d'affection. Parce que vous allez voir, je vais dire que c'est utile. Ils ont intérêt à dire « Waouh, on a plein de gens qui font des rencontres ou qui se mettent en couple ».
statistiquement, alors il y a une étude qui est sortie en 2019, elle est un peu vieille. Si tu demandes à des gens qui utilisent les apps de rencontres, est-ce que tu as fait des rencontres? Au moins une. Est-ce que tu as eu des relations sexuelles? 60% te disent oui. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un et tu as été en couple avec? C'est moins de 7%. Ok. Donc il y a beaucoup de rencontres Éphémères. qui vont pas plus loin en fait. Ouais. On a pris un café, on est resté là, etc. Par contre, tu prends quelqu'un, donc quelqu'un qui mise tout là-dessus, c'est une énorme erreur parce qu'il va perdre aussi toute la capacité de communication autre que via ça. Parce qu'il y a tout un système, il faut que tu apprennes à communiquer, il faut que tu écrives une phrase qui ne sera pas juste salut, ça va. Voilà. En plus, on ne se leurre pas, il y a beaucoup de faux profils féminins qui sont faits pour attirer et que les mecs payent là-dessus, etc. Donc, c'est pas terrible. Par contre, quelqu'un qui est isolé, qui habite dans un endroit où il ne peut pas bouger, qui doit s'occuper de ses parents, par exemple, et il n'a pas le luxe d'aller vivre tout seul, par exemple, ou sortir tous les soirs, etc. Quelqu'un qui a un rythme de vie incroyable. Une maman, par exemple, c'est pareil, qui a ses enfants, qui court partout, qui s'occupe de son boulot, des enfants, un peu de ses parents. Le week-end, elle n'a pas un moment pour elle. C'est des situations où c'est utile d'avoir ça. Moi, je conseille de les utiliser plus comme quelque chose en plus. C'est ni bien ni pas bien, c'est une alternative en fait. Et je conseille surtout aux gens qui veulent de tester et de voir s'ils sont à l'aise ou pas. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous forcez surtout pas. C'est que c'est pas pour vous. Par contre, si vous trouvez que ça vous parle, et j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils utilisent l'appli de rencontre, pas du tout pour faire des rencontres, mais parce que ça leur occupe le temps. Ils échangent. D'accord. Il n'y a rien de plus, quoi. Par contre, vraiment, sécurité, sécurité, sécurité. J'insiste dessus parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de trucs comme ça. J'ai un patient, par exemple, qui a rencontré une femme russe. Il aurait dû quand même faire attention. Je sais que là, tu es en train de penser à Brad Pitt. C'est une appli, etc. Ils ont changé. Il a été la voir. Ils se sont vus. Ça remonte avant la guerre. Ils se sont vus là-bas et tout, etc. Donc, tu te dis, OK, tout est nickel. Et puis, le jour où il a été passé plus de temps là-bas, c'est là où, en fait, on lui est tombé dessus et puis on lui a volé ses affaires et tout. Puis, il est rentré quasiment à poil en France. Donc, vraiment, si vous faites une rencontre avec quelqu'un suite à des applis, première rencontre, jamais dans un endroit où il peut vous arriver quelque chose. Un café, un restaurant, un endroit qui n'est pas isolé, etc. Prenez le temps. Vous n'êtes pas à 2 jours pour faire l'amour. Prenez le temps de vérifier s'il n'y a pas un truc derrière ou pas. On n'envoie pas de photos à poil avec le visage. Vraiment, pensez à sécurité, sécurité, sécurité. Un peu comme ce que je te demandais sur la testostérone, et d'ailleurs ce sera peut-être la même réponse, mais qu'est-ce que tu donnerais comme routine ou comme habitude à quelqu'un dont tu repères chez lui un manque de bonheur, tout simplement? Ouais. La première, c'est prendre conscience. D'accord. Alors, comment on prend conscience? Quand tu es malheureux, tu n'as besoin de personne pour te dire qu'il faut prendre conscience. Tu es malheureux. Mais tu as des situations où on voit que tu n'es pas bien, mais toi, tu ne le percutes pas. C'est typiquement des situations où des personnes disent « je n'ai pas le droit de craquer, en fait. J'ai plein de trucs à assumer, à gérer, je ne peux pas. » Et donc, ils sont dans une sorte d'état neutre en continu, ils craquent un peu, puis hop, pendant 2-3 jours, ils sont mal, et hop, ça repart, puis 2-3 jours mal, et hop, ça repart. Première chose que je vous conseille, c'est de prendre l'habitude de vous poser la question au moins une fois par semaine. Le week-end, par exemple, si vous ne travaillez pas, dimanche, comment je me sens en ce moment? Comment je me suis senti cette semaine? Est-ce que j'ai eu beaucoup de moments où j'étais énervé, agacé? Est-ce que j'ai eu beaucoup de moments où j'ai ri, j'étais bien? Rien que ça, juste se poser la question. Vous avez remarqué que dans la langue française, quand on dit bonjour, on dit ça va? Oui. C'est une habitude. Tout le monde s'en fout de la réponse. C'est vrai qu'on le dit un peu, ouais. C'est Par un peu contre, inconscient. c'est une question qu'on ne se pose jamais à soi. Ça va? Ouais, c'est vrai. Comment tu vas en ce moment? Pour te dire à quel point j'aime bien ça, il n'y a pas longtemps, ma compagne m'a demandé « Ça va toi aujourd'hui ?» Parce qu'elle a dû voir que je partais un peu, je courais partout et tout. Franchement, je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Et elle a cru que c'était une blague. Ouais. En fait, non, j'avais même pas eu le temps de me poser la question et je savais qu'en fin de journée, j'allais me la poser. Donc, se poser déjà la question. Deuxième conseil, surtout ne pas s'isoler, même si vous êtes quelqu'un qui adore la solitude. Moi, je fais partie des personnes qui peuvent passer des jours avec eux-mêmes, tellement de choses à faire qu'on ne s'en rend pas compte. Mais
personne ne peut rester sans relation affective de façon prolongée. Même une demi-heure, voir des personnes que vous aimez, des personnes que vous appréciez, voir du monde que vous ne connaissez pas, aller à la salle de sport par exemple, juste boire un thé dans un coin. Aller voir des gens ou les appeler en visio ou en vrai. Ne pas s'isoler sur le plan relationnel humain. Quelqu'un qui reste seul longtemps, il pète un plomb. Il n'y a qu'à voir les personnes qui sont emprisonnées, par exemple. Là, je ne sais pas si tu en as entendu parler, on parle même des personnes qui sont les dealers, les 100 pires dealers en France qu'on va mettre à l'isolement. Et même pour eux, on dit attention, il ne faut pas les mettre à l'isolement complet parce que sur le plan psychiatrique, ça peut mal tourner. Donc, surtout ne pas rester seul, même quand vous êtes mal. Troisième chose que je vous conseille, c'est de sortir de chez vous, même si vous n'avez rien à faire. Allez, je sais, vous êtes malheureux, pas bien. Vous sortez avec des chaussettes et des tongs, un survêtement troué et un t-shirt que vous mettez depuis 20 ans. Vous attendez qu'il fasse pas trop personne dans la rue. Vous allez à un endroit, on s'en fout. Vous allez juste chercher une baguette que vous allez peut-être même pas manger entièrement. Mais sortez de chez vous. Pourquoi ? Et vous entrez. Alors, premièrement, le fait de changer de lieu et de faire quelque chose, ça oblige ton cerveau à ne pas ruminer. D'accord. Ça l'oblige à penser à autre chose. Et tu es content de rentrer. Alors que quand tu es chez toi et que tu es malheureux, tu en as marre d'être chez toi malheureux. Là, tu es content de rentrer. Là, déterminé, hop, je rentre. Mais en fait, tu retrouves quelque chose qui ressemble à du content. Un autre truc, c'est changer des petites habitudes. Genre, vous avez l'habitude de vous asseoir de ce côté-là de la table pour faire le podcast. Tiens, je vais changer. Vous avez l'habitude de vous asseoir de ce côté pour manger ou je ne sais pas toi, mais on s'assoit toujours à peu près au même endroit chez soi. Et on dort aussi au même endroit. On dort au même endroit. On change un tout petit peu ça. Tiens, il y a un plat, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait ou je ne l'ai jamais fait. Tiens, je vais goûter. Je vais au travail, je vais prendre une route qui n'est pas celle de d'habitude. Ça oblige le cerveau à sortir aussi d'une sorte de torpeur dans laquelle on est et à retrouver des petits éveils. Et le dernier conseil, c'est si vous vous rendez compte que vous seul, vous n'y arrivez pas, surtout vous demandez de l'aide et ne croyez pas que les personnes qui vont vous aider, les professionnels qui vont vous aider, je dis ça par exemple à beaucoup de mes patients qui me disent « Oui, mais maintenant que j'ai discuté avec vous et tout, je me rends compte que mes problèmes sexuels sont liés au fait que ma femme me trompe et j'ai pas envie de la quitter et vous pouvez rien faire au fait qu'elle m'a trompé, docteur. » Non, mais il y a des spécialistes qui peuvent aider à gérer ça. Si quelqu'un dit de toute façon, j'ai perdu mon boulot, j'ai pas d'argent, que si tu veux que j'aille voir quelqu'un qui m'aide, tant que j'ai pas résolu ça, je vais aller mal. Oui, mais on peut t'aider à apprendre à gérer ça. Je sais pas si tu connais l'expression, quand on a juste un marteau, on pense que tous les problèmes, c'est des clous. Ouais. On tape sur tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu ne sais pas gérer quelque chose, sauf d'une façon, en fait, dès qu'il faut utiliser une autre méthode, t'es perdu. Tu sais pas le faire et tu as besoin d'aide. D'où mon conseil pour tous les gens que je croise, que je rencontre. Développez plusieurs traits de personnalité. Soyez sérieux. Là, depuis tout à l'heure, vous nous écoutez. On a eu des moments très sérieux, profonds. On a déconné, on a rigolé. On a parlé de choses philosophiques, de choses scientifiques. Développez plusieurs traits de personnalité. Le côté spontané, instinctif, lâchez-le de temps en temps. Soyez capable de vous concentrer, de réfléchir. Soyez capable d'être quelqu'un de très sérieux, très carré, limite perfectionniste et en même temps m'en foutiste. Ne cherchez pas à être entre les deux. Les personnes qui pensent que l'équilibre, c'est d'avoir moitié ça, genre, il ne faut pas que je sois très stressé, il ne faut pas que je sois non plus trop cool. Eh bien, moi, je vous dis, c'est faux. Soyez très stressé quand il le faut et très cool quand il le faut. Si vous êtes entre les deux en continu, ça n'a aucun intérêt. Donc, si vous êtes dans un moment de détente, c'est le moment de détente. Par contre, si tout d'un coup, il y a un truc à régler, finis la détente et je passe sur le mode sérieux. Il y a un mythe un peu, là encore une fois, je vais reprendre des Reels TikTok que j'ai vus. C'était Jérémy Ferrari qui disait que, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est la question que j'ai envie de te poser. Est-ce que c'est vrai que quand tu as des phases un peu comme ça de déprime, dépression, même si les deux choses ne sont pas exactement la même chose, mais est-ce que c'est vrai qu'il faut faire tout ce que tu n'as pas envie de faire ? À savoir rencontrer des gens, à savoir parler, faire du sport. Ça ressemble un peu à ce que j'ai dit, c'est ça. Mais si tu as remarqué, les efforts que j'ai demandés, enfin les changements que j'ai demandés sont accessibles. Ouais. Parce que c'est hyper difficile de demander à quelqu'un qui est dans un état de mal-être dont la définition est perte d'élan vital, de lui dire va faire 1 heure de sport. C'est comme dire à quelqu'un, tu as mal à la jambe ?
vas-y, marche dessus, tu vas voir. Hmm. Non, il faut que ça soit progressif par étapes. Je suis d'accord avec ce que dit Jérémy Ferrari, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Et le plus souvent, c'est plutôt des petites choses qui aident. D'ailleurs, en général, les petites choses aident mieux que les gros changements. Pourquoi ? Parce que les petites choses ne chamboulent pas ta vie. Et tu te retrouves pas... Imagine que tu dis, allez, je fais d'énormes changements, je vais faire plein de trucs que j'ai pas fait avant. Un mois plus tard, tu vas mieux. Tu dis, merde, j'ai trop changé ma vie, en fait. Ouais. Je voulais pas autant changer. Des petits détails, des petits changements. Le plus important, c'est que ça soit pas toujours la même chose et de changer des petits détails. Ok. Et je finis ce chapitre sur le stress et le bonheur sur beaucoup de gens nous parlent de méditation Oui. et nous disent que 10 à 15 minutes de méditation par jour, ça peut vraiment être bénéfique. Qu'est-ce que tu en penses? Toutes ces méthodes, méditation, sophrologie, relaxation, toutes ont des bénéfices et ça a même été prouvé scientifiquement. Le petit détail à connaître, c'est de ne pas utiliser une seule méthode. Tout à l'heure, je parlais marteau et clou. Ouais. Si ça se trouve pour toi, c'est plutôt le fait de sortir, marcher, prendre l'air qui va t'aider le plus. Si ça se trouve pour une autre personne, c'est la méditation, pleine conscience. Si ça se trouve pour une autre personne, c'est les séances de sophrologie, de relaxation. Testez. Ce qui marche pour vous, c'est que votre organisme est réceptif, vous êtes comme ça et vous l'utilisez. Et si ça se trouve, vous allez dire, des fois je vais faire ça, des fois je vais faire ça, des fois je vais faire ça. Il nous reste un chapitre à aborder et c'est évidemment lié au premier, évidemment lié au deuxième. C'est la question de la malbouffe, de la prise de poids et quand on a conscience du régime. Et alors, je voulais te poser les questions, je vais te les poser évidemment, mais en séquence introductive, j'aimerais dire que récemment, je suis tombé sur une vidéo, il se reconnaîtra, un YouTuber qui s'appelle Paolo, qui disait quelque chose de très vrai. Il disait que dès lors que tu entres dans un processus de régime ou quand tu es un peu bodybuilder ou que tu es un go muscu, comme on dit, tu peux très vite devenir obsessionnel Oui. de la bouffe, de la Oui. nourriture, à savoir Oui. compter tes calories, compter ta dépense calorique, compagnie. Comment faire pour trouver un bon équilibre entre faire attention à ce que je mange sans devenir obsessionnel, ce qui peut te rendre triste? Alors, on va distinguer deux choses. Les personnes qui cherchent à rééquilibrer leur alimentation, soit pour leur santé générale, pour régler un problème de surpoids, d'obésité, pour le diabète, autres maladies, c'est un rééquilibrage alimentaire. Et les personnes qui vont faire, on va dire, de l'horlogerie suisse alimentaire, parce qu'ils ont déjà rééquilibré et ils veulent aller le plus loin possible, en particulier les sportifs de haut niveau, etc. C'est pas de la même façon qu'on fait. Je vais parler beaucoup du rééquilibrage alimentaire du quotidien. D'ailleurs, quelqu'un qui est, par exemple, qui fait de la musculation, qui devient obsessionnel sur la nourriture, c'est parce qu'il est aussi dans un processus global. Sur Bien son sûr. sommeil, il va l'être, sur la Bien quantité de protéines, etc. C'est un projet. C'est quelque chose... c'est un peu comme si tu me dis, tous les jours, je regarde si j'ai bien travaillé. Ben, en fait, ça fait partie de ça. Le plus important, c'est pas le fait d'y penser au moment où ça arrive, c'est est-ce que j'y pense tout le temps, même quand c'est pas le moment, genre il est 10h30 du matin, 11h30, il se passe rien, je suis en train de travailler, de faire un truc, tout d'un coup je me dis, mince, hier j'ai mangé quoi, etc. Ah, là attention, ça commence à tourner aucun intérêt à ce moment-là. Ouais. Par contre, au moment à faire à manger, oui. Si tu y penses au point que les jours où tu as fait un petit écart, petite erreur, pendant une semaine, tu es en déprime parce que tu as fait une petite erreur, bon, soit tu es dans un processus de championnat, quoi, et tu es vraiment à l'horlogerie suisse, comme je disais tout à l'heure, soit non, c'est que c'est devenu obsessionnel. Je vais parler surtout du rééquilibrage alimentaire. Premièrement, il faut sortir de la notion du poids. Et tous les spécialistes de l'obésité, alors je ne sais pas si tu le sais, sur charles.co, on a aussi une unité obésité. Oui, j'ai vu. Voilà. Il y a 22 médecins endocrinologues, médecins nutritionnistes, et on regarde si la personne relève d'un traitement qu'on appelle analogue GLP-1, c'est-à-dire les fameux médicaments Wegovy, Mounjaro, etc., qui jouent sur la satiété, la sensation de faim, l'équilibre glycémique, perte de poids. Et donc, on a beaucoup travaillé aussi sur le programme de rééquilibrage alimentaire. On a volontairement fait, parce qu'on a un programme d'accompagnement où tous les jours tu mets comment tu te sens, etc., pour qu'un coach surveille. Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires avec le médicament? Est-ce que tu as mal au ventre? Combien de poids tu as perdu? Parce qu'il ne faut pas perdre de poids trop rapidement, parce que tu peux avoir des conséquences sur la santé. Bref, on surveille. Et bien, au début, on n'avait pas fait attention. Tout début, il y avait le poids.
Et donc, il y a des gens qui se pesaient tous les jours. Sauf qu'on s'est rendu compte que ceux qui se pesaient tous les jours avaient moins de résultats que ceux qui se pesaient qu'une fois par semaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de se peser tous les jours te mettait dans un état un peu de... comment dire ça ? Supervigilance, obsession. « Ah merde, j'ai repris 100 grammes. Ah ouais, j'ai perdu 300. Ah merde, j'ai repris 200. » Et donc, tu es dans un état psychologique qui n'est pas favorable, en fait, au long cours. Et il y a un moment où tu lâches, tu craques. Et donc, maintenant, on conseille que ça soit une fois par semaine, juste pour surveiller qu'il n'y ait pas une perte de poids trop rapide. Et à la limite, si on pouvait juste faire le tour de taille et le tour des épaules et d'autres moyens comme ça... Le poids est moins important, en fait, que ce qu'on pense dans un régime. Il est un indicateur. Ouais. Ah oui, c'est beaucoup moins important. D'ailleurs, l'indice de masse corporelle, qui prend en compte le poids et la taille, c'est pas le plus fiable. Pourquoi on l'utilise ? C'est parce que c'est le plus facile à reproduire, en fait. C'est pas parce que c'est le meilleur. Par exemple, ce qui serait l'idéal, c'est de faire des scanners, de voir la graisse dans le corps. Voilà. Mais on va pas le faire à tout le monde. Le tour de taille est beaucoup plus intéressant. Et tu mets en même temps tour des cuisses, tour des épaules, tour des bras. Comme ça, tu veux tour de poitrine. Tu vois si tu es en train de perdre de la masse musculaire. Et puis masse grasse, masse musculaire. Mais bon, le plus facile chez les personnes, c'est le poids. En tout cas, première chose, tu ne surveilles pas ton poids de façon quotidienne. Une fois par semaine suffit. Et comme je disais tout à l'heure au début, de toute façon, tu as la ceinture qui va te donner un indicateur sur ce qui se passe. Autre piège du poids, tu peux perdre vraiment en masse au niveau du ventre et ton poids ne bouge pas beaucoup parce que tu as pris du poids en masse musculaire. Et donc, tu ne vas pas savoir, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'être moins serré dans le pantalon, mais ma balance, elle me dit que je n'ai pas perdu. Donc voilà, tu vois, toutes ces subtilités, quoi. Vas-y. Et ensuite, donc ça c'est pour le poids. Ensuite, comment on fait le rééquilibrage ? Premièrement, on part dans un projet de long terme. Et donc on rééquilibre. Qu'est-ce que tu entends long terme ? C'est-à-dire c'est à vie. Ah ouais. Quand tu rééquilibres ton alimentation, c'est pas juste pour l'été. Donc à vie, tu dois compter tes calories, à vie, tu dois... Non, justement. Puisque Okay. si c'est un projet de court terme, sportif, etc., je dois perdre 4 kilos parce que je dois rentrer dans mon costume de mariée, etc. Là, oui, tu vas faire super attention, mais c'est pas tenable au long terme. D'ailleurs, les personnes qui disent « oui, mais un régime serré, ça fait vraiment perdre du poids ». Mais nous, on ne veut pas que les personnes perdent du poids. Et ça, on le répète tout le temps sur la plateforme, les médecins le répètent tout le temps. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez en bonne santé. Donc, si vous perdez du poids avec un régime alimentaire qui fait que vous avez des manques sur le plan de la santé, aucun intérêt. D'ailleurs, c'est un des vieux trucs. Il y a plein de personnes qui disent ouais, « pourquoi ils prescrivent des médicaments ? Pourquoi ils font de la chirurgie ? Regarde, les gens qui sont emprisonnés, ils maigrissent. Ceux qui sont réfugiés, etc., ils maigrissent, etc. » OK. Est-ce qu'ils sont en bonne santé ? Aucun intérêt. Le but n'est pas juste de maigrir. Donc, si on veut vraiment, pour du long terme, on dit « OK, je vais rééquilibrer, mais c'est à vie, en fait. » Eh bien, je vais commencer à rééquilibrer étape par étape. Je vais commencer déjà par améliorer ma consommation de sucre. Le reste, je ne m'y intéresse pas pour le moment. Je vais virer les sucres pourris qu'il y a dans les biscuits industriels. J'ai envie d'un gâteau, je vais essayer de me le faire moi-même à la maison. Je vais changer la façon avec laquelle je regarde les composants. C'est des barres de céréales. Ouais, mais attention, regarde les glucides qu'il y a dedans. Voilà, je vais commencer à m'intéresser à ça. Une fois que j'ai trouvé que j'ai équilibré, je vais m'intéresser ensuite à mes apports en protéines. Un peu plus tard, 2, 3, 4 semaines plus tard, à mes apports en graisse. Ensuite, je vais commencer à m'intéresser à la façon dont je mange. Par exemple, quand je suis assis à table, je mange équilibré, mais comme j'ai très faim, je mange un bout de pain. Ah mince, pas de bol. J'ai fait rentrer les glucides avant d'avoir un peu de fibres. Je vais attendre, je mange les légumes et ensuite je mange le bout de pain que je voulais manger au début. Autre chose, c'est, il est 22h et je vais manger la même chose que ce que j'aurais mangé à 20h. Donc, voilà, je vais descendre après. Donc, tu vois, tous ces détails, en fait, je vais les faire étape par étape. Ce qui fait que quand je suis dans une étape, la première, elle est déjà installée. Je ne suis plus du tout focus dessus. Quand je suis dans la troisième, les 2 premières, c'est bon, elles sont devenues un peu installées. Donc, si tu veux, ça enlève ce côté, je suis obsédé de tout vérifier. Non, c'est une habitude. Je sais que je ferai des écarts de temps en temps, comme disent les Américains. So what ? De toute façon, c'est à vie. Je vais faire un écart, ok, je vais le rattraper. Le but, c'est que globalement, je sois bien et que j'apporte ce qu'il faut à mon corps. Puis je vais apprendre des petits trucs un peu plus. L'après-midi, j'avais l'habitude de grignoter un gâteau que je me suis fait le midi pour me faire plaisir.
Bon, bah, je vais grignoter plutôt des noix et des amandes. Bon, tu l'as vu. Hein. Ouais. Je les ai avec moi. Il en a. Voilà. Ça y est, voilà. Ah, les noix de Brésil. Parce que je sais, ok, c'est plus riche En calories. en calories, en graisse, mais en fait, c'est pauvre en sucre et c'est ce que je veux éviter quand mon estomac est vide. En gros, je vais m'intéresser à la nutrition. Je vais apprendre. Et plus je vais apprendre, plus je vais améliorer. Et plus je vais apprendre, plus je vais savoir ce qu'on fait en cas de sortie de route. Parce que c'est la hantise de tout le monde. Ah, j'ai fait... Ah, non. D'ailleurs, dans le programme d'accompagnement des personnes en cours de traitement pour obésité, il y a une étape. Qu'est-ce qu'on fait quand on déconne? Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on déconne? T'es à une soirée. Ouais. Pizza, bière. Il n'y a que ça. Putain. Là, tu te mets 2000 calories dans la gueule en une soirée. Bah, soit j'attends, je me fais livrer un truc si j'ai la chance, une petite salade, un truc, et je suis là et tout le monde, il y a un truc qui va pas. Soit je leur explique, ils me connaissent, et je dis non, tu sais, moi, je fais attention, ok. Mais, bah, tu peux pas. Mais tu vas manger des pizzas, sauf que tu sais que le lendemain, tu vas remanger équilibré, que tu vas t'hydrater un peu plus, tu vas diminuer peut-être ce jour-là tes apports en féculents légèrement sur le repas qui suit, et puis faire un peu plus d'activité physique après. Ou je vais aller, je sais pas, je suis invité à un barbecue, le beau temps arrive là au moment où on tourne la vidéo. Je sais qu'il y aura de la viande, des sauces, il y aura des chips et tout. Je vais faire une super bonne séance de sport avant. Et puis quand je vais aller, je vais commencer à manger mes protéines. Et ensuite, je rajoute ce que j'ai envie de rajouter. Donc en fait, on apprend juste à gérer ces trucs-là plutôt qu'à fuir. J'ai l'habitude de dire que tu ne peux pas tout maîtriser. Et je sais pas si tu sais, les hommes qui font, et les femmes qui font de la muscu, ils ont des programmes très nets, très stricts. Alimentation, à quelle heure on mange, à quelle heure on fait ça, tac, Ouais. tac, tac. Sauf qu'en fait, ça développe un côté où je contrôle, je maîtrise. Il y a 2-3 choses qu'on peut jamais maîtriser. Premièrement, la sexualité. Tu sais pas ce que tu vas avoir envie, pas envie, ce que l'autre en face va avoir envie, etc. Tu peux pas dire je vais faire l'amour comme ça, comme ça, comme ça. Déjà, vous oubliez l'idée que ça se programme de cette façon. Il y a aussi l'entourage. Tu sais pas ce jour-là, ton entourage, comment il va être, dans quel état, etc. Les événements de la vie. Donc, il faut que tu aies... C'est très bien, je suis admiratif des gens qui ont des vraies disciplines, mais je suis encore plus admiratif de ceux qui ont une discipline et qui gardent la partie spontanée, intuitive, en fait. Bien sûr. Tout n'est pas dans la discipline. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà entendu dire, pour le côté sexuel, ceux qui font comme ça, ils sont tellement habitués à tout régler par la force du mental, de la volonté. Vraiment, les gens qui font de la muscu, vous me dites dans les commentaires si je me trompe, mais en général, c'est mental et volonté. Ouais. J'y arrive pas, allez, vas-y, il faut que tu la fasses, cette dernière série. Mental, volonté, et on y arrive. Tu peux pas gérer tes problèmes émotionnels et sexuels par la mentale et la volonté. Tu le gères avec l'affection, tu le gères avec l'intuition, la spontanéité, l'instinctif. D'ailleurs, beaucoup de mecs qui font du muscu disent « J'ai des problèmes d'érection, pourtant je me concentre, je fais ce qu'il faut. » Mais non, il ne faut surtout pas. Ouais, c'est Plus tu vas te concentrer, plus tu vas... C'est comme si tu me dis « Je me concentre pour que ce plat soit bon. » Ben, tu peux te concentrer autant que tu veux. S'il est bon, il est bon. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Donc c'est pour ça que je dis c'est génial d'avoir la discipline, mais c'est encore mieux d'apprendre plutôt ce rééquilibrage dont j'ai parlé, tout en sachant que c'est du long terme. Ça va varier, ça va faire ça. Le tout, c'est que la courbe globale soit dans le bon sens. En fait, en soi, la meilleure chose qu'on puisse espérer et qu'on puisse souhaiter à quelqu'un qui fait un régime, c'est justement de ne pas regarder de trop près ce qu'il mange, mais d'avoir une vue globale. Globale, exactement. C'est par exemple, j'ai une assiette devant moi et en un coup d'œil, je me dis, j'ai peut-être un peu forcé sur les féculents là. Je vois même pas les légumes dans l'assiette. Ok, allez, je finis pas peut-être les féculents ou au prochain repas, je compense un peu, etc. N'oublions pas non plus que dans le rééquilibrage alimentaire, c'est quelque chose qui n'est pas repas par repas. C'est aussi quelque chose de très global sur 24-48 heures. Et comme je te dis, on peut apprendre des petites notions. Par exemple, beaucoup d'études ont montré que le fait d'aller marcher le soir après le repas aidait beaucoup à l'équilibre du taux glycémique. Les diabétiques sont plus équilibrés. Tu perds plus facilement du poids que si tu vas faire une petite activité physique, ne serait-ce que marcher, faire le tour de la maison, etc. Après le repas du soir. Chez certaines personnes, c'est même plus efficace que de faire une séance de musculation avant le repas. Donc, c'est des petits détails. On teste, on fait ça, on fait ça.
jeûne intermittent, est-ce que ça marche pour moi ou pas? C'est ma prochaine question. Ça, c'est aussi un truc qu'on voit beaucoup. Et là, dans cet entretien, on balaye. On balaye un peu tout. Qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? Je suis comme... Déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, c'est le fait de ne pas manger pendant plusieurs heures. Alors, tu as 12 heures, 14 heures, il ne faut pas que je me trompe dans le calcul, 10 heures, 16 heures sans manger, 8 heures manger, puis 18 heures, puis il y en a qui font 20 heures, 4 heures. L'idée, c'est, je vais priver mon corps d'apport. Il va manquer de glucose, de glycémie plutôt. La glycémie va baisser. Or, on a besoin de ça. Le corps, il va faire quoi? Il va aller chercher les réserves et il va les transformer en corps cétonique dans le sang, qui viennent remplacer le sucre. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi régime keto. On supprime, c'est pas le même, mais il y a les régimes keto où on supprime le sucre. En tout cas, le jeûne intermittent, c'est de ne pas manger pendant un laps de temps prolongé. Il y a aussi l'autre impact du jeûne intermittent, c'est que le fait d'être à jeun semble jouer sur des systèmes immunitaires, pas que sur le poids. Donc là, je vais parler que du jeûne intermittent via le poids, pas sur le reste. Tu as par exemple des personnes qui disent, moi, quand je fais un jeûne intermittent, je suis hyper efficace mentalement le lendemain. Moins de brouillard. Voilà. Ça, c'est pas tellement lié au poids. C'est lié au fait que probablement que chez ces personnes, la digestion, elle, est fatigante. Qui a probablement un microbiote peut-être même aussi perturbé, etc. Et donc, le fait d'avoir laissé reposer leurs intestins les met dans un état plus important. N'oublions pas non plus que la sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être, du bonheur, est sécrété via les intestins aussi. Donc, si on prend soin de nos intestins, on agit sur l'anxiété aussi. Alors, le jeûne intermittent, je trouve que c'est une bonne chose quand c'est fait chez la bonne personne au bon moment. Et je trouve que c'est une mauvaise chose quand c'est fait chez la mauvaise personne au mauvais moment. Je vais te donner un exemple qui va peut-être te faire rire. On a testé le jeûne intermittent, ma compagne et moi. Moi, je le fais involontairement. En fait, j'ai un rythme de vie qui fait que de toute façon, pendant 12-14 heures, je ne mange pas. Mais les fois où je mange, je suis content aussi. Donc, voilà. Et on a testé. Je t'assure, au bout de 2-3 jours, elle m'a dit, je vais remanger, sinon on va se séparer. Elle a hyper mal... Et encore, elle faisait vraiment 12 heures. Elle a réessayé un peu plus tard. Et j'ai vu sur mes patients, il y a des personnes chez qui ça passe pas. Est-ce que c'est l'équilibre de la sérotonine, de la dopamine? Est-ce que c'est leur équilibre métabolique? Alors, je sais que les adeptes du jeûne intermittent, mais si, tout le monde peut y arriver en y allant progressivement. Moi, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est pas adapté. Ou c'est pas adapté à ce moment précis de leur vie, ils n'y arriveront pas. Donc, c'est quelque chose qui a été étudié, par exemple. On sait que la perte de poids est à peu près équivalente que quelqu'un qui fait un rééquilibrage alimentaire, comme ce que j'ai dit avant. Donc oui, ça marche. Il y a 2-3 petits trucs qui gênent parfois les médecins avec le jeûne intermittent. C'est en particulier la masse musculaire. Ouais. Disons, tu vas perdre en masse musculaire parce que ton corps aura besoin à un moment d'aller chercher dans les réserves, y compris musculaires. Normalement, si tu fais attention à ce que tu manges pendant la fenêtre, voilà, tu ne devrais pas avoir une grosse perte musculaire. L'autre, c'est... alors ça, les médecins, ils ont toujours peur que pour les maladies chroniques, etc. Honnêtement, il y a très peu de situations où c'est totalement interdit. C'est des médicaments qui font... Par exemple, quand tu es diabétique et que tu as des médicaments qui font baisser le diabète, que tu manges ou pas, baisser la glycémie, c'est beaucoup plus délicat. Certaines maladies cardiovasculaires, etc. Voilà. Tu as des médicaments qu'il faut prendre 3 fois par jour et, pas de bol, il faut les prendre sans que l'estomac soit à jeun. Donc, pour le jeûne intermittent, c'est mort. Donc, il y a des situations médicales ou non. Mais ce que je conseille, moi, comme beaucoup d'autres trucs, teste. Si tu te sens bien, si tu trouves que ça te convient, eh ben alors continue. Fais-le à chaque fois que tu en as besoin. Par contre, si tu sens que, OK, tu arrives à perdre un peu de poids, mais tu es infernal, tu n'es pas bien, tu n'arrives pas à te concentrer, tu craques régulièrement, et puis hop, tu refais le jeûne intermittent, peut-être que c'est pas fait pour toi ou pas maintenant. Et aussi, petite astuce, quand on mange, la fenêtre où on mange, on rattrape pas. Il faut manger normalement. Tu manges juste le repas normal que tu étais prévu de manger. Tu refais pas un truc. Voilà. L'énorme erreur, je sais qu'il y a quelqu'un là qui nous écoute qui fait le jeûne intermittent. L'énorme erreur du jeûne intermittent,
c'est surtout quand tu le romps. Ouais. Ce que tu vas manger à ce moment-là est quasiment plus important que le jeûne que tu as fait. Si tu commences par un biscuit, un gâteau, du pain, etc., Ouais. ton corps il va te dire mais tout ça pour ça. J'étais bien là, on était bien parti. Il faut que ça soit effectivement fibres, légumes, etc. Et ensuite les apports sucrés. On arrive au terme de notre entretien. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on fasse une question qui va relier un peu à notre premier chapitre, à savoir, est-ce qu'il y a certaines nourritures qui peuvent impacter directement notre santé sexuelle? Oui. D'accord. Première, c'est toutes celles que tu auras du mal à digérer. D'accord. Si tu as envie de faire l'amour, par exemple là, dans 1 heure ou 2, Je suis avec mon réalisateur. c'est Alex. Alex, ouais. Alex. Bon, faut pas que vous mangez un cassoulet 1 heure avant. D'accord. Simplement parce qu'en fait, la digestion, je sais que je rigole en disant ça parce que tout le monde, tu sais, il y a le truc de on va au resto, puis après, mais léger, hein. Ah ouais, parce que si que- on se met un gros plat dans la gueule... il faut pas dire allez, je vais prendre des forces et tout, léger. Parce que quand tu digères, pour digérer, les intestins, ils vont travailler, ils vont dire au cœur et au cerveau, j'ai besoin de sang, parce que je travaille. Ils vont le prendre où, le sang? Dans les organes non vitaux. Il ne va pas prendre le sang dans le poumon ou le cœur ou le foie. Bien sûr, ouais. Il va le prendre dans les pieds, les orteils, le pénis, le nez, les oreilles, le clitoris. Et donc, forcément, tu as moins de circulation sanguine là-dedans. D'accord. Et si en plus, tu es bien repu, voilà. Si en plus, tu as pris un peu d'alcool par-dessus. Voilà. Donc, alimentation, si on veut à court terme que ça soit utile, c'est légère. Ensuite, favoriser l'alimentation, donc facile à digérer, mais vous allez voir que c'est le cas. L'alimentation qui a un effet plutôt stimulant de la microcirculation sanguine. En particulier, j'en ai parlé au tout début, les fruits rouges, pastèques, les légumes verts. Tout ce qui est légumes verts, ça, vous pouvez y aller. Un bout de chocolat noir. Noir. Et si vous rajoutez à ça des aliments anti-inflammatoires, un thé vert, par exemple, à la fin du repas, régulièrement, vous prenez un thé vert. Et si en plus, ça c'est pour la vie de tous les jours, vous rajoutez ce qui stimule la testo, vous avez le bon. Je vais te faire le résumé du repas que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. En gros, tu commences par une entrée où tu manges une salade de lentilles avec un peu de jus de citron dessus. Tu as la vitamine C qui est là-dedans, qui, elle, va faire de sorte que le sucre sera absorbé de façon moins rapide, donc moins de pics insuliniques. Tu as les lentilles qui sont remplies de fer, remplies aussi, absorbées grâce à la vitamine C, parce que je sais que tout le monde va me dire « Ouais, mais c'est pas absorbé, vitamine C. Donc c'est pour ça qu'on met du citron, pas du vinaigre sur les lentilles, je vous le conseille. Et qui contiennent aussi tout ce qui est tout ce qu'il y a dans les légumineuses, pour pas seulement les protéines, mais en plus tout ce qui est vasodilatateur. Vous prenez du saumon ou des sardines avec le plat, avec des feuilles d'épinards, etc., ce que vous avez envie de manger. Et en dessert, une salade de fruits rouges avec un peu de pastèque, quelques noix dessus et un morceau de chocolat noir. Vous terminez par un thé vert. Et si vous faites ce repas-là 2-3 fois par semaine ou un équivalent, en fait, vous êtes en train de préserver votre santé sexuelle, votre hormone, et en même temps, apporter de la sérotonine pour être bien. Encore un mythe. Le gingembre, mythe ou pas mythe? Le gingembre n'est pas le plus terrible. D'accord. C'est pas le Quand ginkgo. le gingembre, c'est un truc de fou. Non, le ginkgo plus. Ok. Par contre, tu vois, cette histoire d'huîtres, Ouais. tout le monde dit les huîtres. Ouais. Le seul intérêt des huîtres, c'est que c'est hyper riche en zinc, qui lui favorise la fabrication de testostérone, mais c'est plutôt quand même du moyen long terme. D'accord. Pas 1 heure ou 2 avant le rapport, en fait. D'accord. Et je rajoute une notion oubliée. Si vous faites un repas en vous disant c'est avant de faire l'amour, donc vous avez entendu léger, facile à digérer, légumes, fruits, etc. En plus, ça va impacter les sécrétions génitales. Donc c'est génial, il sera le liquide génital, que ce soit féminin ou masculin, liquide vaginal et le sperme aura un goût un peu plus sympa. Surtout, vous évitez donc les trucs qui sont lourds, alourdis, et vous faites plaisir. Si vous êtes en train de manger sans prendre plaisir parce que vous mangez, vous êtes déjà dans un état où votre cerveau n'est pas prêt à l'excitation, en fait. Ok. Donc, il faut kiffer ce que vous êtes en train de manger. Donc, je préfère encore que vous fassiez un écart à la fin du repas et que vous mangez un bon petit gâteau que vous aimez bien et être dans le trip plaisir et rattraper l'écart un peu plus tard.
puis vous le rattraperez en perdant des calories et dans l'activité en question. Exact. Voilà. Alors, en général, ce qu'on fait avec les invités quand on finit un entretien, on leur laisse un mot de la fin avec une question. S'il fallait retenir une seule chose pour être heureux en 2025, ce serait quoi? Pour être heureux, Ouais. ah, on n'en a pas du tout parlé, mais moi, c'est celle qui me revient systématiquement. C'est au moins une fois par semaine se demander, est-ce qu'il y a des gens que j'aime et des gens qui m'aiment? Si la réponse est oui, tout le reste, on verra. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien que je vous mets en description et bénéficie de 4 mois offerts et de 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies grâce à CyberGhost VPN. Vous pouvez essayer ça, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Merci infiniment Gilbert. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien passionnant, un des premiers entretiens de santé que je fais. Il y en aura évidemment plein d'autres. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Levez les yeux, le monde est beau. Time!